Un millionnaire força sa fille à épouser un jardinier. Le jour du mariage, le jardinier révéla un secret sur la mariée qui laissa tous les invités stupéfaits. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil commençait à se coucher lorsque Sarafina observait attentivement les mouvements de Lysandre depuis la fenêtre du manoir, tandis qu'il travaillait dans le jardin. La lumière orange du crépuscule illuminait les contours de son visage, mais ses yeux verts, froids comme des émeraudes, restaient sombres. Chaque geste du jardinier, chaque mouvement soigneux alors qu'il taillait les rosiers avec dévouement, semblait une offense directe à l'existence de la millionnaire. Sarafina ajusta ses longs cheveux noirs devant le miroir près de la fenêtre, s'assurant que son apparence impeccable ne trahissait pas les émotions chaotiques qui bouillonnaient en elle. Ses mains délicates, habituées uniquement au contact des bijoux et des tissus coûteux, agrippèrent la rampe d'escalier avec assez de force pour blanchir ses doigts. Elle sentait la tension monter dans chaque cellule de son corps alors qu'elle répétait un mantra cruel et froid dans son esprit, « Je ne peux pas tolérer l'existence de ce pauvre sous le même toit que moi. Sa présence me dégoûte, et aujourd'hui, je vais régler cette situation une fois pour toutes. » Lysandre, inconscient des regards malveillants qui se fixaient sur lui comme des lames aiguisées, continuait son travail avec la même patience qui le définissait. Ses mains calleuses par le travail dur bougeaient avec une délicatesse surprenante parmi les lys, comme si les fleurs étaient aussi fragiles que sa petite fille, Magnolia, qui continuait à dormir pendant que son père travaillait. Elle n'avait que 6 mois, si douce et délicate qu'elle apportait de la lumière à la vie cruelle que son père endurait. Des perles de sueur coulaient sur la peau hâlée du jardinier, mais il semblait ne pas le remarquer. Ses pensées dansaient entre les taches du jardin et l'image de sa fille endormie dans sa chambre de domestique, qu'il avait pris grand soin de peindre et d'en faire un lieu convenable pour un bébé malgré l'espace restreint. Il se permit un bref sourire en imaginant le visage serein du bébé. « Ma petite Magnolia », murmura-t-il doucement, sa voix chargée de tendresse. « Papa travaille dur pour te donner l'avenir que tu mérites. Un jour, je pourrai te fournir tout ce dont tu as besoin. Je dois juste continuer à travailler dur. » Sarafina, toujours piégée à la fenêtre, sentit son estomac se nouer en remarquant le sourire de Lysandre. Comment osait-il afficher une telle joie? Comment un simple jardinier pouvait-il oser avoir une vie si heureuse? Son cœur, déjà endurci par le mépris pour les moins fortunés, se remplit d'une haine presque incontrôlable. Elle s'éloigna de la fenêtre, respirant profondément pour contenir les larmes de rage qui menaçaient d'émerger. Non, pensa-t-elle en levant le menton avec défi. Après aujourd'hui, il n'aura plus jamais de raison de sourire. Cet enfant disparaîtra comme si elle n'avait jamais existé. La chambre de domestique du jardinier était plongée dans un silence presque sacré lorsque Sarafina entra, glissant comme une ombre à travers les couloirs. Les murs, que Lysandre avait peints dans des tons pastels, semblaient réveiller encore plus la haine de Sarafina pour la présence de l'enfant endormi. Magnolia, âgée de seulement 6 mois, dormait paisiblement, ses traits délicats hérités de son père dépeignant une innocence que Sarafina méprisait. S'approchant du berceau, Sarafina regarda le visage serein de Magnolia avec un dédain froid qui fit trembler ses lèvres. « Tu n'aurais jamais dû être ici. Ton père insiste pour t'amener au travail. Ce n'est pas un endroit pour les enfants, surtout comme toi, » chuchota-t-elle, ses mots imprégnés de venin. « Et aujourd'hui, je vais régler cela. » Avec des mouvements calculés, Sarafina se pencha sur le berceau, ses yeux brillants de détermination et de cruauté. Ses doigts délicats, habitués uniquement au toucher de la soie, enveloppèrent Magnolia dans une simple couverture. L'adrénaline pulsa dans ses veines alors qu'elle soulevait l'enfant, qui était encore engourdi et bougeait à peine dans ses bras. Sarafina retint son souffle un instant, craignant que les pleurs du bébé n'attirent quelqu'un. « Bonne fille », murmura-t-elle avec un sourire amer. « Moins tu fais de bruit, plus vite tu seras de retour là où tu appartiens. » Les couloirs du manoir, qui avaient si souvent été la scène de son élégance, semblaient maintenant comme des labyrinthes oppressants. Sarafina marcha rapidement, chaque pas résonnant comme un tambour dans ses oreilles. Les anciens tableaux accrochés au mur semblaient la regarder, mais elle garda le menton levé, convaincue de sa supériorité. « Je ne fais que corriger une erreur », se chuchota-t-elle. « Les gens comme eux ne devraient pas se mêler à nous. » Lorsque Sarafina atteignit l'escalier de service, une vague momentanée de soulagement la submergea. Les mouvements des domestiques pouvaient encore être entendus au loin, mais aucun ne semblait être à proximité. Elle échangea ses talons hauts contre des pantoufles douces, une planification minutieuse pour éviter tout bruit. Magnolia commençait à s'agiter dans ses bras, comme si elle pressentait que quelque chose de terrible allait se produire. « Silence !»
chuchota-t-elle à l'enfant, sa voix aussi froide que le vent extérieur. Bientôt, tu seras parmi les tiens. Le jardin arrière était enveloppé d'ombre lorsque Sarafina sortit du manoir. Le parfum des lys taillés par Lysandre flottait encore dans l'air, un parfum qu'elle associait désormais à la médiocrité. De l'autre côté de la propriété, il continuait à fredonner distraitement en travaillant, tout en écoutant pour tout bruit provenant de la maison pour s'assurer que sa petite fille ne s'était pas encore réveillée. Sa voix, une mélodie simple et populaire, fit tourner l'estomac de Sarafina de dégoût. Après aujourd'hui, pensa-t-elle, il retournera à sa place et arrêtera de fredonner ainsi. La voiture de Sarafina était garée dans le garage arrière, à l'abri des regards indiscrets. Elle ouvrit la portière arrière et plaça Magnolia sur le siège sans aucune délicatesse. Bientôt, tu seras parmi les tiens, là où un enfant de ta classe appartient, murmura-t-elle en ajustant sa robe de créateur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tournait la clé dans le contact, non par remords, mais par l'excitation de se débarrasser de cette présence indésirable. Bientôt, tout sera comme il se doit, se dit-elle en observant son reflet impeccable dans le rétroviseur. Quelques minutes plus tard, Sarafina et Magnolia s'éloignaient des quartiers nobles, les rues devenant de plus en plus désertes et délabrées. La lumière des réverbères éclairait à peine les trottoirs fissurés, un scénario que Sarafina considérait approprié pour son plan. Magnolia commença à pleurer, d'abord doucement, puis en un gémissement désespéré qui résonna dans la voiture. Sarafina frappa violemment le volant, irritée. « Pleure, petite plébéienne, bientôt tu seras dans ton habitat naturel, où je n'aurai plus à entendre tes lamentations. » La route la conduisit dans un quartier pauvre qu'elle avait soigneusement choisi. Les maisons simples, les rues délabrées, les ruelles faiblement éclairées, tout ici criait misère, exactement ce que Sarafina recherchait. Elle gara la voiture dans une rue déserte et reprit Magnolia dans ses bras. Le bébé, épuisé d'avoir tant pleuré, s'était rendormi. « C'est ta vraie place, » murmura-t-elle avec mépris. « Parmi les misérables, là où tu es né pour être. » Sarafina marcha dans les rues sombres jusqu'à ce qu'elle trouve une allée entre deux bâtiments abandonnés. L'endroit était parfait, sale, dégradé, un décor qu'elle jugeait approprié pour quelqu'un d'aussi basse naissance. Elle déposa l'enfant sur le sol froid, se souciant à peine d'ajuster la fine couverture. Le petit chapelet que Lysandre laissait dans le berceau du bébé était dans les petites mains de l'enfant, et cela attira l'attention de Sarafina. Pendant un moment, elle hésita. C'était un objet simple, sans valeur, comme tout ce qui venait d'eux. « Garde-le, dit-elle avec dédain. C'est tout ce que quelqu'un comme ton père peut te laisser, un chapelet bon marché. » Les pleurs de Magnolia résonnèrent dans la nuit lorsque Sarafina tourna le dos. Le son faillit la faire s'arrêter, non par compassion, mais par crainte d'être découverte. Elle accéléra le pas, disparaissant dans l'obscurité. « Adieu, petite indigente, retourne dans le monde qui est le tien. » Le retour au manoir fut comme un souffle de soulagement pour Sarafina. Elle s'était enfin débarrassée de cette souillure dans son monde parfait. Alors qu'elle se gara, elle entendit les cris désespérés de Lysandre. Elle sourit, satisfaite du chaos qu'elle avait créé. Un domestique désespéré était exactement ce qu'elle voulait voir. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Alors que Sarafina marchait avec confiance vers le manoir, ses talons en marquant chaque pas victorieux sur le marbre poli, la nuit avait déjà recouvert le ciel de son voile sombre, mais elle se sentait radieuse. Les cris de Lysandre étaient une musique à ses oreilles, la douleur d'un inférieur était sa joie particulière. Ajustant sa robe de créateur et passant ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, Sarafina répéta sa performance. Ses traits délicats se contorsionnèrent en un masque de fausse préoccupation alors qu'elle savourait chaque instant. Comme une actrice principale, pensa-t-elle, je vais donner la performance de leur vie. Je pleurerai, je désespérerai, et personne ne soupçonnera que ses mains douces viennent de remettre chacun à sa place. Dans son arrogance débridée, Sarafina envisageait déjà sa victoire complète. Ses yeux verts brillaient de cruauté alors qu'elle se murmurait « Personne ne découvrira jamais la vérité. Ce secret mourra avec moi, et cet enfant ne sera qu'un vague souvenir. Quant à toi, Lysandre, sourit-elle perversement, tu apprendras de la manière la plus douloureuse que les gens comme toi ne devraient pas se mêler à la haute société. Chaque larme de ta part sera mon trophée, chaque nuit sans sommeil sera mon délice. Que le spectacle de ta souffrance commence, mon cher jardinier. Ce sera mon chef-d'œuvre. » 8 ans plus tard, le soleil de midi brûlait le jardin alors que Sarafina émergeait de l'intérieur du manoir, ses talons claquant sur le marbre poli. La chaleur écrasante de l'été ne l'empêchait pas de porter sa robe en soie importée.
Elle regardait avec dédain Lysandre travailler sous la chaleur intense. 8 années s'étaient écoulées, et elle ne manquait jamais une occasion de torturer le jardinier. Ses yeux verts brillaient de malveillance alors qu'elle remarquait d'autres domestiques à proximité. C'était le public parfait pour son spectacle de cruauté. Comme c'est pathétique, pensa-t-elle en ajustant ses cheveux parfaitement coiffés. Regardez-le, transpirant comme un animal, pensant qu'il mérite encore de respirer le même air que moi. D'un geste calculé, Sarafina renversa la brouette d'outils de Lysandre, dispersant tout le matériel sur le sol immaculé du jardin. Le bruit métallique fit que les autres domestiques cessèrent leur tâche, regardant la scène avec un mélange de peur et de compassion. « Quel désordre !» s'exclama-t-elle avec une fausse préoccupation, sa voix suffisamment forte pour attirer encore plus l'attention. « Regardez la saleté que vous faites. Vous ne pouvez même plus garder vos outils organisés ?» Lysandre garda les yeux baissés, ses épaules tendues trahissant l'effort pour contrôler ses émotions. Il s'agenouilla en silence pour ramasser ses outils, mais Sarafina ne lui permettrait pas de maintenir sa dignité. D'un geste délibéré, elle marcha sur sa main alors qu'il essayait d'atteindre un sécateur, appuyant son talon fin contre ses doigts calleux. « Oups, je n'avais pas vu votre main là », se moqua-t-elle en augmentant la pression. « Ces mains sales se confondent avec la saleté, n'est-ce pas ? Difficile de dire ce qui est crasse et ce qui est jardinier. » Les domestiques commencèrent à s'éloigner discrètement, mais Sarafina les arrêta avec un cri strident. « Restez tous. Je veux que vous voyiez comment quelqu'un qui ne connaît pas sa place est traité. » Elle tourna autour de Lysandre comme un prédateur, tandis qu'il essayait de maintenir son calme en ramassant ses outils. « Regardez-le, il ne peut même pas garder un simple jardin en ordre. Quel genre de jardinier laisse les lys mourir comme ça ?» D'un geste brusque, Sarafina commença à arracher les lys un par un, détruisant des semaines de travail minutieux. Des pétales blancs volèrent dans les airs, tombant sur Lysandre qui restait immobile, son visage un masque de douleur contenue. « Ces lys sont comme vous », railla-t-elle, écrasant une fleur parfaitement cultivée sous son talon. « Beau à l'extérieur, mais condamné à mourir dans la saleté. » Un murmure d'indignation parcourut les employés, mais personne n'osa intervenir. La plus ancienne des gouvernantes porta ses mains à sa bouche, horrifiée, lorsque Sarafina attrapa l'arrosoir et versa toute l'eau sur la tête de Lysandre. « Maintenant oui, un chien mouillé est plus présentable que vous, n'est-ce pas ?» Son rire cruel résonna dans le jardin tandis que l'eau dégoulinait sur le visage du jardinier, se mêlant à ce qui pouvait être des larmes. « Tout le monde, levez-vous. Je veux faire une annonce », ordonna Sarafina aux employés qui tentaient de s'éclipser. Ses yeux brillaient d'une cruauté presque fiévreuse alors qu'elle fixait Lysandre, trempé. « Savez-vous pourquoi je garde ce jardinier ici ? Par pure charité. Qui d'autre embaucherait quelqu'un d'aussi insignifiant ?» Sa voix dégoulinait de venin alors qu'elle tournait en cercle autour de lui. Le soleil impitoyable faisait évaporer l'eau des vêtements de Lysandre, qui tremblait visiblement, non de froid, mais d'une rage contenue qui menaçait de déborder. Il avait besoin de ce travail, il était là pour recevoir son salaire, mais quelque chose en lui se brisa face à tant de cruauté. Sarafina remarqua ce changement subtil et décida de pousser plus loin. Elle attrapa un vase en céramique extrêmement cher et le laissa tomber intentionnellement. « Regardez, une chose de plus à nettoyer. C'est tout ce pour quoi vous êtes bon, n'est-ce pas ? Nettoyez la saleté des autres. Oh, ce dommage sera déduit de votre salaire. » L'une des jeunes domestiques commença à pleurer silencieusement, incapable de supporter la cruauté de la scène. Cela ne fit qu'alimenter le plaisir pervers de Sarafina. « Oh, regardez, même vos collègues pleurent de honte pour vous. Comme cela doit être humiliant d'être vous. » Elle s'approcha de lui, sa voix tombant à un murmure audible de tous. « Dites-moi, Lysandre, comment faites-vous pour vous regarder dans le miroir chaque matin en sachant que vous n'êtes rien d'autre qu'un ?» C'est à ce moment que quelque chose en Lysandre se brisa enfin. Il se redressa de toute sa hauteur, ses yeux étincelants d'une dignité longtemps réprimée. « Ça suffit », sa voix profonde traversa l'air comme le tonnerre. Sarafina recula instinctivement, surprise par cette réaction inattendue. Pendant un bref instant, la peur traversa son visage parfaitement maquillé. « Comment osez-vous élever la voix contre moi ?» Elle se ressaisit rapidement, mais sa voix tremblait légèrement. « Gardien ! Sécurité !» Mais personne ne bougea. Les employés restèrent paralysés, témoins du moment où l'homme le plus humble du manoir confronta enfin sa tortionnaire. « Vous avez peut-être l'argent, la position sociale, le pouvoir, » parla Lysandre, chaque mot chargé d'années de souffrance contenue, « mais vous n'avez pas la seule chose qui compte vraiment, l'humanité.
Ses mains calleuses tremblaient, mais sa voix resta ferme. J'ai enduré vos cruautés en silence pendant des années, mais aujourd'hui, vous êtes allés trop loin. Sarafina sentit son sang bouillir dans ses veines. Comment ose un simple jardinier me défier ainsi? Avec un geste rapide, elle attrapa un autre vase et le lança vers Lysandre. Tais cette bouche sale. Pour qui te prends-tu pour me confronter? Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre homme. Je peux te renvoyer, tu sais. Sarafina. La voix tonitruante de Cassius figea la scène. Le patriarche de la famille se tenait à l'entrée du jardin, son visage habituellement serein tordu en une expression de fureur et de déception. Le vase se brisa sur le sol, le bruit résonnant dans le silence soudain. Père, je peux expliquer, balbutia Sarafina, toute couleur ayant quitté son visage. Cassius traversa lentement le jardin dévasté, ses pas lourds écrasant les pétales éparpillés sur le sol. Ses yeux prirent en compte la scène, les outils jetés, les vases brisés, les lys détruits, les employés terrifiés, et Lysandre trempé. Explique quoi, Sarafina? La voix de Cassius était basse, mais empreinte d'une autorité qui fit frissonner tout le monde. Explique comment tu as transformé mon jardin en scène pour tes cruautés? Comment tu as humilié un homme honnête devant tout le monde? Comment tu as détruit des mois de travail en quelques minutes de pure méchanceté? Sarafina essaya de se recomposer, lissant sa robe avec des mains tremblantes. Il m'a manqué de respect. Un employé ne peut pas? Mais Cassius la coupa d'un geste abrupt. Silence. Depuis quelque temps, j'ai remarqué ton arrogance grandir. Je pensais que le temps te ferait mûrir, que tu apprendrais à traiter les gens avec dignité, mais je me suis trompé. Tu n'as fait qu'empirer. Les employés commencèrent à s'éclipser discrètement, mais Cassius les arrêta. Restez. Tout comme ma fille voulait un public pour sa cruauté, elle aura maintenant un public pour sa punition. Il se tourna vers Sarafina, ses yeux durs comme l'acier. Tu viens de me montrer que tu ne mérites pas le nom que tu portes, ni la position que tu occupes dans cette maison. Père, s'il te plaît, Sarafina tenta de s'approcher, les mains tendues en supplication, mais Cassius recula comme si son toucher le brûlait. Ne t'avise pas. Pas après ce que je viens de voir. Il regarda Lysandre, qui restait silencieux, l'eau dégoulinant encore sur son visage. Cet homme a travaillé dans notre maison pendant plus d'une décennie. Il a transformé notre jardin en le plus beau de la ville. Il n'a jamais rien demandé, ne s'est jamais plaint, même lorsqu'il a perdu sa fille. Il s'arrêta, comme s'il pesait ses prochains mots, un frisson parcourut l'échine de Sarafina. Pendant un moment, elle craignit que son père n'en sache plus. Mais Cassius continua. Même lorsqu'il a dû endurer tes humiliations quotidiennes. Et aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites. Il enleva son manteau et le posa sur les épaules de Lysandre, un geste qui fit pâlir encore plus Sarafina. Pendant des années, j'ai essayé de t'enseigner l'humilité, le respect des autres. Je t'ai tout donné, une éducation dans les meilleures écoles, des voyages, des luxes. Et comment m'as-tu remercié? En devenant cet être cruel et méprisable. Il jeta un coup d'œil à sa montre en or. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour décider, mariage ou désinhéritance. Pas une minute de plus. Et sur ces derniers mots, Cassius quitta le jardin dévasté, laissant derrière lui une Sarafina brisée et un Lysandre stupéfait. Les domestiques, un à un, commencèrent également à partir, certains cachant des sourires de satisfaction. Sarafina resta là, parmi les lys détruits par ses propres mains, son reflet brisé dans les éclats des vases. Son empire de cruauté venait de s'effondrer, et maintenant, elle devrait choisir entre deux formes d'enfer, épouser l'homme qu'elle méprisait ou perdre tout ce qu'elle avait toujours considéré comme sien de droit. Des semaines plus tard, les nouvelles du mariage forcé résonnaient encore dans le manoir, devenant le sujet principal dans chaque recoin de l'imposante demeure. Tadeu, assis dans son fauteuil en cuir du bureau, observait par la fenêtre les allées et venues des domestiques, qui semblaient plus frénétiques que d'habitude. Tout le monde agit comme si cela allait résoudre quelque chose, se leva-t-il, passant sa main dans ses cheveux impeccablement coiffés, et décida qu'il avait besoin de s'éloigner de cet environnement étouffant. Il enfila sa veste italienne avec une précision calculée, s'assurant qu'il n'y avait pas un seul pli hors de place. « J'ai besoin de respirer des airs plus raffinés », pensa-t-il en quittant le bureau et en se dirigeant vers le garage. Ses chaussures en cuir brillaient sous la lumière traversant les vitraux du manoir, reflet de sa personnalité méticuleuse. En démarrant sa voiture importée, un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Il ne savait pas exactement où il allait, mais n'importe où serait mieux que de rester ici. Il appuya sur l'accélérateur, traversant les quartiers huppés qu'il appréciait tant.
Les manoirs imposants et les jardins parfaitement entretenus défilaient par la fenêtre, rappel de sa supériorité sur les autres. C'est ça la vie, murmura-t-il en ajustant la climatisation pour écarter tout inconfort. Cependant, alors qu'il conduisait sans but, Tadeu réalisa qu'il s'était inconsciemment engagé dans des rues de plus en plus pauvres. Les bâtiments délabrés et les trottoirs crevassés contrastaient avec l'élégance à laquelle il était habitué. Son nez se plissa de dégoût alors qu'il observait les gens autour de lui, leurs vêtements simples et leurs visages marqués par les difficultés de la vie. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça, pensa-t-il en essayant d'ajuster la climatisation, comme si cela pouvait masquer la puanteur de la misère qui, dans son esprit, semblait imprégner l'air. C'est alors que quelque chose attira son attention. Sur le trottoir, assise sur un morceau de carton, se trouvait une jeune femme mendiant. Malgré ses vêtements sales et en lambeaux, il y avait quelque chose dans son visage qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement la jeunesse, mais une dignité silencieuse qui semblait défiante, presque irritante. Tadeu arrêta la voiture brusquement, ignorant les klaxons agacés derrière lui. Comment ose-t-elle paraître si sereine au milieu de tant de saleté, se demanda-t-il avec un mélange de curiosité et de mépris. Il sortit de la voiture, évitant soigneusement toute flaque ou saleté qui pourrait tacher ses chaussures coûteuses. La jeune femme, remarquant son approche, leva les yeux, révélant un regard limpide et profond qui le laissa momentanément déconcerté. Il dissimula ce sentiment avec un sourire cynique. « Vous devez avoir faim, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, gardant une distance de sécurité comme s'il craignait que sa pauvreté soit contagieuse. La mendiante acquiesça, serrant contre sa poitrine un petit paquet de tissus qui semblait être tout ce qu'elle possédait. « Oui, monsieur, » répondit-elle, sa voix douce et polie, surprenant à deux. « Cela fait 2 jours que je n'ai rien eu d'autre que du pain rassis. » Il y avait de la sincérité dans ces mots, quelque chose qu'il trouva presque absurde. Comment peut-on vivre dans un état aussi déplorable, pensa-t-il en fronçant les sourcils tout en prétendant examiner ses ongles parfaitement manucurés. Il y a un grand festin chez moi aujourd'hui, dit-il lentement, savourant chaque mot comme s'il jetait un appât. Un mariage. Il y aura plus de nourriture que vous et vos amis n'en avez jamais vu de toute votre vie, ajouta-t-il en désignant dédaigneusement les autres mendiants à proximité. De quoi vous nourrir tous pendant un mois. Les yeux de la jeune femme, qui plus tard se présenta comme Magnolia, brillèrent d'intérêt. Vous m'invitez à la fête, demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Tadeu dut se retenir de rire. Bien sûr, répondit-il en forçant un ton doux. Ce serait un acte de charité, n'êtes-vous pas d'accord? Quelque chose que les riches font pour aider les moins fortunés. L'hésitation de Magnolia l'irrita légèrement, mais il savait que cela ne rendrait la manipulation que plus délicieuse. À la fête, nous aurons un banquet complet, continua-t-il sur un ton plus persuasif. Poulet rôti, viande succulente, gâteau au chocolat. Il s'arrêta délibérément, observant l'éclat de désir dans ses yeux. Et le meilleur de tout, des restes pour tous les employés à emporter chez eux. Imaginez, assez de nourriture pour une semaine entière. Magnolia serra son estomac qui gargouillait audiblement, et Tadeu dut contenir son sourire triomphant. « Pourquoi m'invitez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'un mélange d'espoir et de méfiance. « Je ne suis personne. » Tadeu répondit sur un ton condescendant. « La charité est une vertu des riches, et aujourd'hui, je me sens particulièrement charitable. » Il vit comment ces mots la désarmaient. Magnolia semblait lutter intérieurement entre accepter ou refuser. « Venez avec moi, insista-t-il en lui tendant la main. Je vous promets que ce sera une soirée inoubliable. » La jeune femme se leva finalement, bien que ses jambes tremblantes trahissent la faiblesse causée par la faim. Elle serrait toujours le paquet contre sa poitrine, le protégeant comme un trésor. « Si vous êtes sûr que je ne serai pas un dérangement, » murmura-t-elle, sa voix presque un souffle. Tadeu sourit. « Ma chère, ce sera un honneur d'avoir quelqu'un d'aussi spécial à notre fête. » Il ouvrit la portière de la voiture et observa avec satisfaction son hésitation avant d'entrer. Magnolia regarda ses vêtements sales, visiblement honteuse. « Je vais salir votre belle voiture, monsieur, » dit-elle en serrant le paquet contre elle. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Tadeu en feignant la générosité. « Les voitures peuvent être nettoyées, mais une opportunité comme celle-ci est unique. » Alors qu'il conduisait à nouveau à travers les quartiers aisés, Tadeu observait Magnolia dans le rétroviseur. L'éclat d'admiration dans ses yeux à la vue des manoirs et des jardins était évident, et il savourait chaque instant. « Je n'ai jamais vu d'endroits aussi beaux, » confessa-t-elle presque dans un murmure. Tadeu répondit sur un ton sarcastique qu'elle ne remarqua pas. « Oui, un monde différent, n'est-ce pas ?»
Et vous en ferez partie aujourd'hui. La voiture s'arrêta devant une boutique de vêtements fermée. Tadeu descendit et fit signe à Magnolia de le suivre. Je ne peux pas vous emmener à la fête comme ça, dit-il en l'analysant de la tête aux pieds. Réglons cela. Considérez-le comme un cadeau de votre bienfaiteur. Magnolia hésita. Mais monsieur, je ne peux pas payer, dit-elle, sa voix pleine de honte. Tadeu l'interrompit d'un geste impatient. Je vous ai déjà dit que c'est un cadeau. Acceptez-le simplement. Alors qu'il se dirigeait vers la porte du magasin, il toucha légèrement son épaule, profitant de la vulnérabilité momentanée pour renforcer sa position. Faites-moi confiance, Magnolia. Ce soir, changera votre vie. Et il changerait, mais pas de la façon qu'elle imaginait. Tadeu pouvait à peine contenir son excitation à l'idée d'humilier cette fille devant ses amis. Ce soir sera vraiment inoubliable, pensa-t-il en frappant à la porte du magasin. Pas seulement pour ma sœur, mais pour cette pauvre mendiante qui a osé croiser mon chemin. Le luxe de la boutique intimidait Magnolia, qui restait paralysée à l'entrée, comme devant un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Le sol en marbre impeccable brillait sous la lumière des lustres en cristal, tandis que les portants exposaient des robes dignes de la royauté. Tadeu, à côté d'elle, regarda sa montre en or avec une patience calculée, comme s'il savourait le prélude à un spectacle. D'un geste répété, il sortit son téléphone portable de sa poche et ajusta sa veste. « Magnolia, ma chère, pourquoi n'entreriez-vous pas et ne commenceriez-vous pas à regarder quelques robes? J'ai un appel important à passer pour la fête. » Son sourire ne cachait pas la fausseté, mais Magnolia, perdue dans son innocence, ne le remarqua pas. « Faites comme chez vous, la vendeuse va s'occuper de vous. » Magnolia hésita avant de faire 2 pas timides à l'intérieur du magasin. Le parfum du lieu, un mélange de parfums coûteux et de tissus fins, envahit ses sens, contrastant avec l'odeur de la rue imprégnée dans sa peau et ses vêtements. Chacun de ses mouvements semblait une intrusion dans cet espace immaculé. Ses pieds sales, qu'elle essayait de cacher sous l'ourlet de sa robe en lambeaux, touchèrent le tapis clair comme une offense au lieu. Les vendeuses, impeccables dans leurs uniformes en soie et leur maquillage parfait, échangèrent des regards de dédain, mais maintinrent les apparences. La plus snob du groupe fut la première à l'approcher, ses talons résonnant sur le sol, son sourire rigide ressemblant plus à un avertissement qu'à un accueil. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, gardant ses distances comme si la pauvreté était contagieuse. Dehors, Tadeu s'éloigna pour passer son « appel important », observant la scène à travers la fenêtre. Son sourire malicieux se révéla enfin complètement. « Maintenant, oui », pensa-t-il en faisant glisser son doigt sur le téléphone éteint. Le vrai spectacle va commencer. Il savait que ces vendeuses feraient exactement ce qu'il attendait d'elles, humilier Magnolia, transformant le moment en un spectacle de cruauté. À l'intérieur du magasin, Magnolia tenta d'admirer les robes, mais la pression autour d'elle était suffocante. Une pièce délicate de couleur bleue sur un mannequin attira son attention, le tissu scintillait sous la lumière, comme sorti d'un rêve. Elle tendit la main pour le toucher, mais hésita, ses doigts sales flottant dans l'air. « Veuillez ne pas toucher la marchandise », lança sèchement la vendeuse, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Ces pièces sont extrêmement coûteuses et délicates. » Magnolia retira rapidement sa main, ses joues brûlant de honte. « Désolée, murmura-t-elle, mais la vendeuse était déjà partie, roulant des yeux. Elle n'était pas seule. 2 autres vendeuses s'approchèrent, encerclant Magnolia comme des vautours. L'une d'elles tenait un mouchoir parfumé près de son nez, dissimulant le dégoût qu'elle ne pouvait pas cacher. Le son de leurs talons sur le sol était un rappel constant de leur présence, étouffant toute tentative de Magnolia de se sentir à l'aise. « Écoute bien », chuchota l'une d'elles, ses yeux fixés sur la jeune femme. « Je ne sais pas quel genre de plaisanterie c'est, mais ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Nos pièces les moins chères coûtent plus que tu ne pourrais jamais mendier en une vie. » Magnolia recula d'un pas, serrant fortement le petit paquet de tissu qu'elle portait avec elle, comme si c'était un bouclier. L'action, cependant, attira encore plus l'attention. L'une des vendeuses fixa son regard sur le paquet avec suspicion. « Qu'est-ce que tu as là ? Je dois vérifier que tu ne caches rien, » exigea-t-elle en tendant la main aux ongles longs et parfaitement manucurés. Magnolia serra le paquet contre sa poitrine, ses yeux écarquillés de peur. « C'est juste un chapelet, » répondit-elle, sa voix tremblante, des larmes commençant à monter. « Je ne vole rien, je le jure. » Les vendeuses échangèrent des sourires cyniques, et l'une d'elles fit un pas en avant, se penchant vers Magnolia. « Ah, bien sûr, un chapelet, » dit-elle avec ironie. « Comme c'est approprié pour quelqu'un comme toi. Que fais-tu ici ? Prier pour une robe ?» Les autres rirent,
mais la jeune femme resta immobile, les larmes coulant maintenant silencieusement sur ses joues. « Dehors » ordonna la première vendeuse, pointant vers la porte. « Nous ne tolérons pas les mendiants ici. » À l'extérieur, Tadeu observait chaque détail avec délice. Il prétendait être au téléphone, agitant occasionnellement la main pour donner du crédit à sa mise en scène, mais à l'intérieur, chaque seconde de l'humiliation de Magnolia était un festin pour sa cruauté. « Parfait », pensa-t-il, ses yeux brillants de satisfaction. « Exactement comme je l'avais imaginé. Ces femmes sont bien trop prévisibles. » Le ton dans le magasin changea rapidement lorsque Magnolia, en essayant de s'éloigner des vendeuses, heurta accidentellement un petit présentoir en cristal. L'objet tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le son du verre brisé fut comme une explosion, attirant les regards de tous les coins du magasin. Magnolia se figea, son cœur battant la chamade. « Regarde ce que tu as fait » cria l'une des vendeuses, pointant les éclats éparpillés. « Ça coûte plus que tu ne verras jamais de ta vie. Garde. Sécurité. » Magnolia commença à bredouiller des excuses, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de ramasser les morceaux. « Je suis désolé, c'était un accident. Je peux nettoyer ?» Mais ces mots furent coupés par d'autres cris. Nettoyer avec ses mains sales, l'une des vendeuses fit un pas menaçant vers elle, son doigt pointé comme une accusation. « Sors d'ici avant qu'on appelle la police. » L'humiliation atteignit son apogée lorsqu'une des vendeuses attrapa le bras de Magnolia pour la conduire dehors. Le toucher était ferme et hostile, comme si elle était une intruse qu'il fallait évacuer. « Nous ne vous permettrons pas de souiller davantage notre espace », dit la femme avec une dureté qui fit rétrécir Magnolia encore plus. La vendeuse la poussa avec assez de force pour la faire trébucher, et Magnolia tomba à genoux sur le sol, l'impact résonnant dans l'espace luxueux. Ses yeux remplis de larmes fixèrent les morceaux brisés du présentoir qu'elle avait cassé. Ses mains tremblaient, hésitant entre essayer de rassembler les éclats et protéger le petit paquet qu'elle serrait toujours contre sa poitrine. Les commentaires acerbes des vendeuses furent un coup supplémentaire, la frappant avec une force qu'aucune poussée ne pouvait égaler. « Regarde, elle ne cesse de salir le sol », s'exclama l'une d'elles en pointant les marques que les genoux de Magnolia laissaient sur le tapis clair. Une autre, se penchant légèrement, murmura d'une voix aiguisée, et dire qu'on essayait d'être poli. Voilà ce qui arrive quand on essaie de montrer un peu de patience avec ce genre de personnes. Magnolia, impuissante, marmonna des excuses entre les sanglots. « Je suis désolé, c'était un accident, je ne voulais pas causer de problème. » Mais ces mots se perdirent au milieu des voix de plus en plus fortes des femmes autour d'elle. Les yeux de Magnolia brûlaient des larmes qui ne cessaient de couler, la douleur n'étant pas seulement physique, mais un mélange de honte, d'impuissance et d'humiliation. Elle tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient, et le sol semblait glisser sous ses pieds. « Ne comprends-tu pas » cria l'une des vendeuses en croisant les bras dans un geste de supériorité. « Ta présence ici est un problème. Tu n'appartiens pas à cet endroit. » Une autre vendeuse pointa vers la porte avec un sourire glacé. « La meilleure chose que tu puisses faire est de partir avant que la situation n'empire encore. » C'est à ce moment que Tadeu décida d'entrer, mettant fin à son appel. Il traversa l'entrée d'un pas ferme, les sourcils froncés dans une expression théâtrale de choc. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix chargée d'une préoccupation feinte qu'il maîtrisait avec expertise. Les vendeuses, qui jusqu'alors affichaient des expressions de dédain, ajustèrent immédiatement leur visage en quelque chose de plus neutre, presque servile. La présence de Tadeu était une autorité qu'elle n'osait défier. « Monsieur Tadeu », commença l'une d'elles en gesticulant frénétiquement vers les éclats de verre sur le sol, cette personne a brisé une pièce très coûteuse. Ses doigts tremblaient en pointant Magnolia, toujours accroupie sur le sol. De plus, elle salit tout notre tapis et effraie nos clients. Regardez son état. La voix de la femme monta d'une octave, comme si elle avait besoin de justifier son indignation. Nous avons essayé d'être polis, mais regardez ce qui est arrivé. Tadeu regarda Magnolia, toujours recroquevillée au sol, ses yeux fixés sur lui comme si elle essayait de comprendre s'il était un sauveur ou une extension de la cruauté qu'elle venait de subir. Elle était tremblante, ses épaules minces secouées de sanglots silencieux. Il maintint une expression d'indignation et de déception, croisant les bras et fronçant les sourcils dans un geste calculé. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il sur un ton qui semblait exiger des explications plus claires. « Vous êtes en train de me dire qu'une de mes invitées a été traitée de cette façon ?» L'impact de ces mots fut immédiat. Les vendeuses échangèrent des regards nerveux, comme si elles essayaient de confirmer entre elles si elles avaient bien compris. « Invitée »
répéta l'une d'elles, incrédule, son ton mêlant confusion et incrédulité. Monsieur Tadeu, cette fille est une peu? Elle avala difficilement, incapable de compléter sa phrase face à son regard. Oui, une invitée, interrompit Tadeu, sa voix prenant un ton menaçant qu'il utilisait rarement mais qui aurait l'effet nécessaire pour tromper les vendeuses et Magnolia. Il s'approcha de Magnolia, se penchant légèrement pour lui tendre la main dans un geste qui semblait solliciteur. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce, mais ses yeux, cachés de l'angle des vendeuses, brillaient d'une malice contrôlée. Magnolia, hésitante, prit sa main, sentant la chaleur étrange de ce geste qui ne correspondait pas à la froideur qu'il avait manifestée quelques instants plus tôt. « Tadeu, nous ne savions pas », commença l'une des vendeuses en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Elle est entrée ici sans prévenir? Eh bien, regardez-la. Comment aurions-nous pu imaginer qu'elle était avec quelqu'un comme vous? Imaginer, répéta Tadeu, sa voix prenant un ton plus profond alors qu'il se relevait pour les dominer de sa hauteur. Peut-être devrions-nous vous apprendre à traiter les clients, ou peut-être nous passer des services de ceux qui ne savent pas le faire. Il tourna de nouveau son regard vers Magnolia, toujours à genoux sur le sol, et lui tendit à nouveau la main, cette fois pour l'aider à se relever. « Viens, Magnolia », dit-il comme s'il voulait souligner son nom, la rendant encore plus réelle et déconcertant les vendeuses. « Choisis ce que tu veux aujourd'hui, rien n'est hors de portée pour toi. » Les derniers vestiges de résistance chez les vendeuses se dissipèrent à ce moment. Leurs visages alternaient entre embarras et anxiété, conscientes qu'elles avaient peut-être commis une erreur fatale. Magnolia, toujours confuse et hébétée, accepta l'aide de Tadeu, qui la guida loin des éclats sur le sol, un léger sourire triomphant apparaissant sur son visage. Entre-temps, Sarafina était dans sa chambre, entourée de plusieurs domestiques ajustant sa robe de mariée. Le délicat tissu blanc contrastait avec la noirceur qui émanait de ses yeux alors qu'elle observait son reflet dans le miroir doré. Chaque détail de cette robe avait été minutieusement choisi, non pas pour célébrer un jour spécial, mais pour éblouir et humilier. La fine soie, les broderies de perles, la traîne majestueuse étaient des symboles de pouvoir et de contrôle, rien de plus que des armes dans sa bataille personnelle. Lorsqu'une des couturières la piqua accidentellement avec une épingle, Sarafina sursauta de douleur, mais c'est le goût amer de la colère qui domina son visage. D'un mouvement brusque, elle se retourna et attrapa le poignet de la femme avec assez de force pour la faire reculer. Ses yeux verts étaient glacials, et sa voix était un murmure tranchant. « Ne pouvez-vous pas faire une robe convenable sans me blesser? Si vous me faites mal à nouveau, votre nom sera terni dans toute la ville, et vous ne pourrez plus vendre une seule épingle. » La couturière tenta de s'excuser, mais Sarafina resserra sa prise, se penchant plus près pour que ses mots sonnent comme une menace personnelle. « Si vous n'avez pas la compétence pour faire votre travail, je peux vous assurer que vous n'aurez plus un seul client avant le coucher du soleil. » Relâchant la femme, Sarafina se tourna de nouveau vers le miroir, ajustant sa posture comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. La robe, avec sa traîne impressionnante et ses broderies délicates, traînait sur le sol alors qu'elle arpentait la pièce. Ses pensées étaient en tumulte, son père, Cassius, avait été clair, soit elle épousait le jardinier, soit elle perdait tout. Mais Sarafina n'était pas une femme à accepter les humiliations sans riposter. « Tu veux me forcer à épouser un jardinier, papa ?» murmura-t-elle en ajustant la tiare de diamants sur sa tête. « Très bien, mais je vais transformer ce mariage en un tel spectacle d'humiliation que Lysandre souhaitera ne jamais avoir mis les pieds dans ce manoir. » Les employés travaillaient dans un silence absolu, conscients que le moindre mot ou geste mal placé pouvait déclencher une autre crise de fureur. Sarafina observait chacun d'eux à travers le reflet du miroir, un petit sourire de mépris apparaissant sur ses lèvres. Sa satisfaction ne venait pas de la beauté de la robe ou de la grandeur de la cérémonie, mais de ce qu'elle représentait. « Savez-vous ce qui est plus délicieux que de porter une robe de mariée ?» déclara-t-elle, sa voix coupant le silence comme un fouet. « C'est de savoir que chaque perle cousue représente une larme que je ferai verser à Lysandre, chaque cristal une humiliation qu'il subira. » L'une des gouvernantes les plus âgées entra dans la pièce, le visage pâle et les mains tremblantes légèrement en tenant un téléphone. Sarafina arqua un sourcil, impatiente. « Qu'y a-t-il maintenant ?» demanda-t-elle sèchement, mais son expression changea en entendant les mots de la femme. « Mademoiselle Sarafina, votre cousin Tadeu, il amène un invité spécial à la fête, une mendiante qu'il a trouvée dans la rue. » Pendant un bref instant, Sarafina se figea, surprise par l'audace de Tadeu, mais bientôt un sourire machiavélique se forma sur ses lèvres, et ses yeux brillèrent d'un mélange d'amusement et de cruauté. « Alors, mon cher frère a décidé d'apporter un peu de divertissement à notre célébration,
laissa TL échapper un rire bas, presque théâtral. Comme c'est attentionné de sa part. Déterminée à transformer cette nouveauté en une autre pièce de son spectacle cruel, Sarafina quitta la pièce sans se soucier des employés qui ajustaient encore les derniers détails de la robe. Le son de ses talons résonna dans les couloirs du manoir alors qu'elle marchait avec des pas calculés vers le hall principal. À chaque pas, son esprit travaillait rapidement, architecturant des moyens d'exploiter cette nouvelle opportunité. Une mendiante à mon mariage, pensa-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Oh, c'est mieux que tout ce que j'aurais pu planifier. Elle s'arrêta devant l'une des immenses fenêtres donnant sur le jardin, observant les préparatifs de la fête. Les domestiques couraient pour s'assurer que tout était parfait. Tadeu, tu sais toujours comment rendre les choses plus intéressantes. Transformons cette petite intruse en notre spectacle privé. Les lourds rideaux oscillaient doucement avec la brise de l'après-midi, et Sarafina fit glisser ses doigts sur les objets décoratifs, comme si elle accordait les instruments pour une grande symphonie. Sa robe bruissait à chaque mouvement, accompagnant la symphonie de ses pensées malveillantes. Elle s'arrêta devant la gouvernante qui l'observait à distance avec une expression de préoccupation contenue. « Préparez la salle de bal comme prévu », ordonna Sarafina, sa voix ferme et pleine d'autorité. « Mais réservez une place spéciale pour notre invitée surprise. Je veux qu'elle ait une vue privilégiée sur tout ce qui va se passer ici aujourd'hui. » Sarafina s'arrêta ensuite devant le grand portrait de famille accroché au-dessus de la cheminée, ses yeux fixés sur l'image de Lysandre, presque cachée parmi les fleurs du jardin en arrière-plan. Son visage se contorsionna en une expression de dédain. « Tu pensais pouvoir m'humilier en m'épousant », chuchota-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans la rampe en bois. « Mais aujourd'hui, tu comprendras le vrai sens du mot humiliation, tant pour toi que pour la mendiante que mon frère a amenée ici. Vous devez apprendre que les gueux comme vous ne sont que des figurants dans notre spectacle. » Un remue-ménage à l'entrée du manoir attira son attention. À travers les hautes fenêtres, Sarafina vit la voiture de Tadeu approcher le long de l'allée pavée. Son cœur s'accéléra à l'anticipation de la méchanceté, et un sourire calculé se forma sur ses lèvres. Ajustant sa robe une dernière fois, elle prit une profonde inspiration, comme une actrice se préparant pour l'acte final de sa grande performance. « Que le spectacle commence, cher cousin », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir vénitien près de la fenêtre. « Nous allons donner à cette mendiante un jour qu'elle n'oubliera jamais. Et quant à toi, Lysandre, oh, tu souhaiteras ne jamais avoir croisé mon chemin. » Le son des voix commença à résonner dans l'entrée, et Sarafina prit position stratégique en haut de l'escalier. De là, elle pouvait observer toute la scène qui allait se dérouler. Ses doigts caressèrent la rampe en marbre alors qu'elle attendait, son esprit travaillant à grande vitesse, chaque détail étant calculé pour transformer ce moment en une humiliation inoubliable. « Une mendiante à ma fête de mariage », se murmura-t-elle, son ton chargé d'ironie. « C'est mieux que tout ce que j'aurais pu espérer. » Les portes principales s'ouvrirent, et Sarafina entendit les pas approcher. Sa robe de mariée scintillait sous la lumière du lustre, créant un contraste dramatique avec la noirceur de ses intentions. Elle se redressa, préparant son meilleur faux sourire alors qu'elle observait les ombres se déplacer dans le couloir. « Voyons qui est cette créature que Tadeu a amenée à notre petite célébration, » murmura-t-elle, sa voix chargée de venin. « Je suis sûre qu'elle sera un ajout mémorable à ma grande journée. » Les pas se rapprochèrent du hall principal, et Sarafina sentit la tension dans l'air augmenter. C'était presque palpable, comme si l'univers retenait son souffle en attendant le moment où tout allait s'effondrer. Ajustant une dernière fois sa tiare, elle chuchota à elle-même, « Cher papa, tu voulais me punir avec ce mariage, mais tu ne peux pas imaginer le spectacle que je suis sur le point de créer. Ce sera une fête que personne n'oubliera jamais. » Les portes du hall s'ouvrirent, révélant Tadeu en premier, son sourire malicieux reflétant celui de Sarafina. Derrière lui, partiellement caché dans l'ombre, se tenait Magnolia, toujours vêtue de ses vêtements en lambeaux. Les haillons qu'elle portait étaient si dépourvus de forme qu'il semblait impossible d'identifier leur origine. Les coutures ouvertes, les pièces grossières et les vieilles taches racontaient silencieusement l'histoire de la misère qui l'avait accompagnée toute sa vie. Sarafina se figea un bref instant en la voyant ainsi, avant de descendre quelques marches de plus, sa main glissant le long de la rampe en marbre tandis que ses yeux analysaient chaque détail de la nouvelle venue. Le contraste était frappant. Sarafina, rayonnante dans sa somptueuse robe de mariée, les cristaux reflétant les lumières des lustres, et Magnolia, frêle et voûtée, ses pieds nus sales de poussière et de boue, essayant de rester invisible. La vue arracha un rire moqueur à Sarafina qui résonna dans le hall, fort et cruel. « Oh, Tadeu cher,
commença-t-il, chaque mot dégoulinant de venin, tu as vraiment dépassé mes attentes. Je pensais que nous n'aurions qu'une mendiante à notre fête, mais tu as apporté un véritable chef-d'œuvre de misère. Magnolia serra le petit paquet qu'elle portait contre sa poitrine, comme si c'était sa seule protection contre la tempête qu'elle sentait se former autour d'elle. La lumière intense des lustres exposait chaque imperfection de son visage. Les joues creusées, les lèvres gercées et les marques de saleté qu'aucun lavage hâtif n'avait pu enlever. Sarafina descendit les dernières marches lentement, chaque pas calculé comme une lionne s'approchant de sa proie. Tournant autour de Magnolia, Sarafina se délecta de la tension dans l'air. Le bruissement de sa robe semblait souligner chaque mot cruel qui sortait de sa bouche. « Dis-moi, petite mendiante, dit-elle en se penchant suffisamment près pour que ses yeux verts rencontrent ceux de Magnolia, quand as-tu pris un vrai bain pour la dernière fois? L'odeur de la rue est encore imprégnée en toi. Même avec ces haillons, je parie que tu ne sais même pas ce qu'est l'eau chaude. » Magnolia tenta d'éviter le regard de Sarafina, ses yeux fixés sur le sol en marbre brillant. Cependant, son silence ne fit qu'encourager la mariée, qui afficha un sourire satisfait avant de continuer. « Regardez-la, dit-elle en s'adressant à Tadeu qui observait tout avec un plaisir évident, essayant de se mêler aux vrais gens. Ces haillons qu'elle porte, la perfection de la destitution. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? On peut sortir la mendiante de la rue, mais on ne peut jamais sortir la rue de la mendiante. » Magnolia resta immobile comme une statue, mais la tension dans son corps était évidente. Ses mains serraient le paquet avec une telle force que ses jointures blanchissaient. Le léger tremblement de ses jambes, sa respiration accélérée, Sarafina remarqua tout cela et intensifia ses attaques. « Même tous les parfums français du monde ne pourraient masquer cette puanteur des égouts, dit-elle en riant doucement. C'est comme si chaque pore de ton corps exsudait l'essence de la misère. Dis-moi, sais-tu même comment utiliser du savon? » Les insultes continuaient de pleuvoir, chacune plus cruelle que la précédente. Sarafina tira sur un morceau du chiffon que Magnolia portait comme jupe, le brandissant en l'air comme s'il s'agissait d'un déchet. « Est-ce un vêtement ou un torchon ?» demanda-t-elle en lançant le tissu vers la fille. « Même les servantes ici s'habillent mieux que toi. Sais-tu ce qu'est la dignité, ou t'as-t-on volé cela aussi avec tout le reste ?» Magnolia commença à trembler légèrement, mais toujours sans dire un mot. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle luttait pour les contenir, refusant de donner à son oppresseur la satisfaction de la voir pleurer. Sarafina, cependant, remarqua cette fragilité et décida de pousser la blessure encore plus loin. « Ne pleure pas, ma chère », s'exclama-t-elle avec une fausse pitié qui ne rendait ses mots que plus sadiques. « Les larmes des mendiants ne m'émeuvent pas. Je parie que tu les utilises pour obtenir quelques pièces de plus dans la rue, n'est-ce pas? Une performance digne d'applaudissements. » À chaque insulte, la posture de Sarafina devenait plus confiante, tandis que Magnolia semblait rétrécir, s'affaissant sous le poids des mots. Tadeu s'avança, croisant les bras en observant la scène avec une satisfaction évidente. « Sarafina, dit-il, son ton teinté de cynisme, tu sais vraiment transformer une situation ennuyeuse en quelque chose d'inoubliable. Regarde-la, si silencieuse, si pathétique. N'est-ce pas adorable ?» Les deux rirent ensemble, et le son de leur voix résonna dans les couloirs du manoir, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Sarafina se tourna de nouveau vers Magnolia, maintenant si proche que ses mots étaient presque chuchotés. « Tu sais ce qui est encore plus pathétique ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. « Même si quelqu'un essayait de t'aider, de te vêtir, de te nettoyer, tu resterais toujours une moins que rien. C'est comme une tâche qui ne part jamais, tu comprends? Une tâche permanente sur la société. » Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage de Magnolia, et Sarafina regarda le spectacle avec un plaisir pervers. « Oh, ma chère, ne pleure pas comme ça, dit-elle, sa voix pleine d'ironie. Tu vas tacher ce visage déjà sale encore plus. Où ai-je tort, et c'est ce que tu fais de mieux? Pleurer pour la pitié? Eh bien, tu n'en trouveras pas ici. » Tadeu, toujours en riant, posa une main sur l'épaule de Sarafina. « Ne sois pas si dur avec elle, dit-il en feignant la compassion. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un bain ou deux. » Sarafina rit aussi, mais tourna bientôt son attention de nouveau vers Magnolia, qui restait immobile, comme si chaque mot était un coup qu'elle devait endurer. « Peut-être devrions-nous l'emmener dans les jardins, » dit Sarafina, élevant la voix pour que tout le monde autour puisse entendre. « Après tout, c'est là qu'elle appartient, parmi la saleté et les vers. Au moins là-bas, personne n'aura à endurer sa puanteur. » Les mots furent accompagnés des rires de Tadeu, et le son résonna dans le couloir comme un marteau frappant à répétition Magnolia. Sarafina s'approcha encore,
son regard maintenant encore plus intense. « Dis-moi, sale petite chose !» cria-t-elle, sa voix montant à un ton strident. « Quand as-tu été propre pour la dernière fois? Ou es-tu né comme ça, destiné à être une moins que rien? Peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est que d'être propre, parce que pour les gens comme toi, la saleté est la seule constante. » Le couloir plongea dans un silence soudain, comme si l'air lui-même s'était figé, chargé de tension et d'attente. C'était comme si même les murs étaient choqués par la cruauté à laquelle ils assistaient. Sarafina sourit, satisfaite, sachant que ses mots avaient atteint l'objectif de briser Magnolia. Les larmes de la fille coulaient maintenant librement, mais elle restait debout, une petite flamme de dignité qui, malgré tout, résistait encore. « Bien, » dit Sarafina, s'éloignant finalement et ajustant le voile de sa robe de mariée. « Je dois y aller. Après tout, nous avons une fête à préparer, et je dois m'assurer que l'odeur de notre invité spécial ne gâchera pas mon grand jour. » Après l'humiliation dans le couloir, Magnolia courut sans but à travers les longs et opulents corridors du manoir. Ses pieds nus frappaient le sol de marbre froid, résonnant dans l'espace tandis que les larmes coulaient librement sur son visage. La robe en haillons qu'elle portait, sale et usée, semblait un rappel cruel de son inadéquation à cet endroit. Chaque mot cruel de Sarafina résonnait encore dans son esprit, comme un fouet invisible la frappant à répétition. « Tu n'appartiendras jamais », avait dit Sarafina, et maintenant ces mots semblaient gravés au fer rouge dans sa tête. À chaque pas, Magnolia sentait la pression dans sa poitrine augmenter, comme si elle suffoquait. Elle passa devant des tableaux luxueux accrochés au mur, les visages austères des ancêtres de la famille semblant la juger, et devant des miroirs vénitiens qui reflétaient son image désemparée et hagarde. Elle essaya d'essuyer ses larmes, mais elles continuaient de couler, se mêlant à la saleté qui tachait ses joues. « Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Pourquoi cet homme m'a-t-il amené ici ?» murmura-t-elle entre les sanglots, comme si ces mots pouvaient trouver une réponse dans le silence du manoir. Lorsqu'elle atteignit l'entrée de la cuisine, elle poussa la lourde porte avec force, manquant presque de trébucher en entrant. L'arôme des épices flottait dans l'air, offrant un contraste accueillant à la froideur du couloir, mais ce n'était pas suffisant pour calmer l'ouragan d'émotions qui la consumait. Magnolia tituba vers un coin de la cuisine où le sol carrelé blanc reflétait une pureté qu'elle sentait ne pas mériter. Le dos contre le mur froid, elle glissa jusqu'au sol, serrant le petit chapelet qu'elle portait toujours. Les perles lisses bleues et nacrées semblaient être la seule chose reliant son présent incertain à un passé qu'elle ne pouvait pas se rappeler. Des sanglots brisés s'échappèrent de ses lèvres alors qu'elle murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas elle-même. Pourquoi m'a-t-il amené ici? Que ai-je fait pour mériter une telle cruauté? Cet endroit, pourquoi semble-t-il si familier et pourtant si hostile? Les larmes continuaient de couler, créant de petites flaques dans ses mains qui serraient le chapelet avec force. Magnolia avait l'impression de se désintégrer, morceau par morceau, seule dans ce coin sombre d'une maison qui semblait vouloir l'avaler. Chaque mot était un écho de douleur. Magnolia serra le chapelet fermement, comme si ce petit objet pouvait la protéger du chaos qui l'entourait. La texture des perles bleues et du crucifix en argent semblait apporter une lueur de réconfort au milieu de la tourmente. Ses sanglots doux résonnèrent dans la cuisine vide jusqu'à ce que le bruit de vaisselle entrechoquée indique qu'elle n'était pas seule. Donna Carmela, la domestique la plus ancienne du manoir, organisait la vaisselle lorsqu'elle entendit les sanglots provenant du coin de la cuisine. Forte de plus de 30 ans de service dans cette maison, Carmela connaissait chaque recoin, chaque histoire et chaque secret que ces murs abritaient. Son expérience lui donnait un sens presque instinctif pour détecter la souffrance, et ce qu'elle vit en s'approchant lui serra le cœur, une petite mendiante, recroquevillée et tremblante, ressemblant à une enfant perdue. Avançant avec des pas lents et prudents, Carmela s'accroupit à côté d'elle, sa voix douce et maternelle. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Que fais-tu ici? Est-ce que tout va bien? Que puis-je faire pour t'aider ?» La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre, illuminant le visage de Magnolia. Ce fut alors que Carmela remarqua le petit chapelet dans les mains de la fille. Ses yeux s'agrandirent, et la vaisselle qu'elle tenait faillit tomber au sol. Les perles bleuâtres entrelacées de nacre et le délicat crucifix en argent étaient indubitables. Tremblant légèrement, Carmela tendit la main comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Sa voix sortit dans un murmure chargé d'incrédulité. « Mon Dieu, ce chapelet, je le connais. Où l'as-tu, ma fille ?» Le visage de Magnolia se leva lentement, ses yeux encore remplis de larmes. Elle serra le chapelet contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'on le lui enlève. Carmela, maintenant visiblement bouleversée, s'approcha davantage, ses doigts ridés touchant les perles délicates avec une révérence presque religieuse. « Ce chapelet,
commença-t-elle, sa voix étranglée par la force des souvenirs, appartenait à notre jardinier. Il disait que c'était un héritage familial, béni depuis des générations. Les paroles de Carmela firent pencher Magnolia en avant, captivée par l'urgence dans la voix de la vieille femme. Il travaille ici comme jardinier, une bonne personne, si dévouée. Il avait une petite fille, si belle, si précieuse. Mais un jour, quelque chose de terrible est arrivé. Le bébé a disparu, et il n'a plus jamais été le même après cela. Magnolia avala difficilement, ses yeux fixés sur Carmela tandis que l'histoire se déroulait. Le chapelet dans ses mains semblait pulser d'une énergie propre, comme s'il réagissait aux paroles de la vieille dame. Carmela la regarda avec un mélange d'espoir et de peur. Le bébé n'avait que quelques mois lorsqu'elle a disparu, dit-elle maintenant presque dans un murmure. C'était un matin ensoleillé. Lysandre avait laissé le chapelet dans le berceau pendant que le bébé dormait, disant qu'il protégerait la petite pendant sa sieste. Quelques minutes plus tard, le chapelet et le bébé avaient disparu. Personne n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. La police l'a cherché, le père l'a cherché pendant des années. Il la cherche encore aujourd'hui, sans aucune trace de la fille. Le silence tomba sur la cuisine alors que les deux assimilaient la gravité de cette révélation. Magnolia regarda Carmela avec un mélange de confusion et de curiosité. Carmela, cependant, n'avait pas fini. S'approchant encore plus, elle continua, maintenant avec une voix tremblante. Le père de la petite n'a jamais abandonné. Il a cherché partout, suivi chaque piste, même les plus absurdes. Et maintenant, ce chapelet apparaît dans tes mains. Comment est-ce possible, ma fille? Qui es-tu vraiment? Un bruit à la porte interrompit le moment. Les deux sursautèrent, et Carmela se redressa rapidement. Dans l'embrasure de la porte de la cuisine apparut Sarafina, ses yeux étincelants de colère. Elle avait entendu une partie de la conversation, et sa fureur était palpable. « Qu'est-ce que tu fais, Carmela » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cuisine. « Raconter de vieilles histoires à une mendiante? Tu es renvoyée. Prends tes affaires et sors de cette maison immédiatement. » La dignité de Carmela, construite au fil de décennies de service, resta inébranlable. Se redressant, elle regarda directement Sarafina, sa voix ferme malgré sa peur. « Mademoiselle Sarafina, je racontais cette histoire parce que cette fille, elle a un chapelet identique à celui qui était avec la petite fille de Lysandre. » Les yeux de Sarafina se plissèrent davantage, une lueur dangereuse y apparaissant alors qu'elle avançait. Chaque pas semblait frapper la tension croissante dans la cuisine, le bruissement menaçant de sa robe de mariée accompagnant ses mouvements. « Tais-toi » hurla Sarafina, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, et si tu oses en dire plus, je te garantis que tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette ville. » Donna Carmela avala difficilement, ses mains tremblant légèrement tandis que les paroles cruelles de Sarafina la frappaient comme un coup de poing. Pendant un moment, elle sembla vaciller, mais ses yeux croisèrent ceux de Magnolia. La fille restait immobile dans le coin, ses yeux grands ouverts regardant la scène. C'était comme si Carmela trouvait dans ce regard la force nécessaire pour parler, et sa voix, bien que douce, portait une détermination qui défiait l'autorité de Sarafina. « Que Dieu vous protège toutes les deux, dit-elle, sa voix chargée d'émotion, et que la vérité trouve son chemin, même à travers les ténèbres les plus denses. » Ces mots semblèrent enflammer davantage la fureur de Sarafina. Elle fit un pas en avant, son visage maintenant déformé par la rage. « Tu penses que tes prières signifient quelque chose pour moi, Carmela? Laisse-moi être clair, tu as exactement 5 minutes pour prendre tes affaires et quitter cette maison. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche insolente. » Carmela resta agenouillée un moment, son visage mouillé de larmes, tandis que Magnolia la regardait avec des yeux remplis de compassion. Le silence ne fut brisé que par le bruit des sanglots de Carmela et le léger tintement des perles du chapelet que Magnolia tenait toujours. Le poids des paroles de Sarafina planait dans la cuisine comme une ombre sombre, étouffant le peu d'espoir qui restait. Dès que Carmela partit en pleurant vers la chambre des domestiques, Sarafina attrapa le bras de Magnolia avec une force qui fit enfoncer ses ongles parfaitement manucurés dans la peau délicate de la fille. Magnolia tenta de se dégager, mais la prise était trop ferme, et elle fut traînée dans le couloir comme une poupée de chiffon. L'écho des talons de Sarafina résonnait dans les corridors du manoir, chaque pas chargé de fureur et de panique. Magnolia trébuchait à chaque tiraillement, mais elle tenait toujours le chapelet contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. « S'il vous plaît » murmura Magnolia entre les larmes, sa voix presque inaudible. « Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait de mal. »
Sarafina ignora les supplications, ses yeux fixés sur le bout du couloir tandis que son esprit bouillonnait de souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. « Tais-toi » cria-t-elle sans même se retourner. La robe de mariée bruissait violemment avec ses mouvements brusques, reflétant la tempête qui faisait rage en elle. Lorsqu'elles atteignirent la chambre, Sarafina ouvrit la porte avec assez de force pour faire grincer les gonds. Sans hésitation, elle poussa Magnolia à l'intérieur avec une telle violence que la fille tomba sur le tapis perçant, ses mains protégeant instinctivement le chapelet qu'elle portait. La scène dans la chambre était d'un contraste cruel. Les meubles anciens en bois sombre, les rideaux en soie crème et le lustre en cristal semblaient appartenir à un autre monde, totalement inconscient de la lutte émotionnelle qui se déroulait à cet instant. Magnolia resta au sol, le dos courbé alors qu'elle tentait de reprendre son souffle. Sarafina, en revanche, ressemblait à un prédateur, tournant autour de la fille avec des pas lents, ses yeux étincelants de colère et de quelque chose de plus, une peur qu'elle refusait de reconnaître. « Maintenant » commença Sarafina, sa voix sifflante et coupante, « tu vas me dire exactement où tu as eu ce chapelet, petite fouineuse. » Elle se pencha sur Magnolia, son visage si proche que la fille pouvait sentir le parfum coûteux qui émanait d'elle. « Et n'ose pas me mentir, ou je te jure que tu le regretteras amèrement. » Magnolia tenait le chapelet si fermement que ses mains tremblaient. Le crucifix en argent oscillait légèrement alors qu'elle essayait de trouver le courage de répondre. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais derrière la peur, il y avait quelque chose de plus, une étincelle de détermination. « J'ai toujours eu ce chapelet avec moi, » dit-elle, sa voix basse mais chargée d'émotion. « Depuis que je me souvienne. Dans la rue, c'est tout ce que j'ai, la seule chose qui me relie à qui je suis, à qui j'étais. » Les paroles de Magnolia semblèrent frapper Sarafina comme un coup physique. Pendant un bref instant, l'expression de colère céda la place à autre chose, la panique. Elle fit un pas en arrière, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'agrippait au montant du lit pour se stabiliser. Des souvenirs d'il y a des années commencèrent à envahir son esprit, des fragments qu'elle avait enfouis profondément. Le son d'un bébé qui pleure, l'éclat des perles bleues du chapelet sous la lumière tamisée, ses propres mains tremblantes alors qu'elle fermait la porte de la voiture. « Non, ce n'est pas possible » murmura Sarafina presque pour elle-même, son visage perdant toute couleur. « C'est impossible. Je me suis assuré de te laisser suffisamment loin. » Les yeux de Sarafina passèrent de Magnolia au chapelet, puis de nouveau au visage de la fille. Chaque détail, la forme de ses yeux, la courbe de son menton, semblait correspondre d'une manière effrayante aux souvenirs qu'elle avait lutté si dur pour oublier. Une vague de désespoir la submergea, et les mots jaillirent de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu étais censé disparaître pour toujours. J'ai fait en sorte cette nuit-là. Comment as-tu survécu? Comment as-tu fini ici ?» Magnolia leva les yeux vers Sarafina, confuse et effrayée par les paroles de la femme. Que disait-elle? Que signifiaient ces accusations? Avant qu'elle ne puisse répondre, Sarafina avança de nouveau, saisissant son bras avec une force renouvelée, comme si elle voulait arracher les réponses par la force. « Tu ne peux pas rester ici » cria Sarafina, son visage déformé en un masque de désespoir et de rage. « Personne ne doit savoir, personne ne doit découvrir. Je t'emmènerai plus loin que la dernière fois. » Magnolia commença à se débattre, son corps frêle essayant de se libérer de l'emprise de Sarafina. « S'il vous plaît, laissez-moi partir » pleura-t-elle, les mots sortant entre les sanglots. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Mais Sarafina n'écoutait pas. L'adrénaline coulait dans ses veines, et son voile de mariée pendait maintenant maladroitement sur le côté, des mèches de cheveux s'échappant de la coiffure élaborée. « Tu vas monter dans cette voiture avec moi tout de suite » rugit-elle, traînant Magnolia vers la porte avec une force surhumaine, « et cette fois, je m'assurerai que tu ne retrouves jamais ton chemin. » Les perles du chapelet oscillaient dans les doigts de Magnolia alors qu'elle luttait pour se libérer, les perles bleues scintillant comme de minuscules larmes gelées sous la lumière opulente de la pièce. Sarafina, complètement hors de contrôle, la traînait par la force de sa colère et de sa panique, leurs chaussures rasant le marbre poli tandis que leurs mouvements frénétiques résonnaient sur les murs. « Ne comprends-tu pas » cracha Sarafina, sa voix mêlée de venin et de mépris. « Personne ne doit connaître la vérité. Tu n'existes pas, tu n'as jamais existé. Je ne t'ai pas laissé exister ce jour-là, et je ne te laisserai pas maintenant. » Sarafina s'arrêta brusquement, faisant pivoter Magnolia par le bras pour la faire face, ses yeux étincelants d'un mélange de colère et de supériorité. « Regarde-toi » commença-t-elle, ses mots dégoulinant de cruauté. « Regarde ses vêtements sales, ses cheveux ébouriffés, ses mains crasseuses. Tu penses que tu appartiens ici? Tu penses que quelqu'un dans cette maison, ou dans ce monde,
pour être honnête, accepterait quelqu'un comme toi? Tu es né pour ramper dans les rues, vivre parmi les rats et la boue. C'est là que les gens comme toi appartiennent. Magnolia, haletante, tenta de reculer, mais Sarafina la maintenait avec une force implacable. La robe de mariée de la femme bruissait comme un linceul sinistre alors qu'elle continuait. Sais-tu pourquoi les gens comme moi existent? Pour maintenir l'équilibre, pour s'assurer que les lignes ne sont jamais franchies. Les gens comme moi sont les piliers de cette société, tandis que toi et les tiens n'êtes que le poids que nous traînons pour que tout reste en ordre. Tu n'aurais jamais dû t'approcher de quelque chose d'aussi grand que cette maison, ce monde. C'est un affront, une insulte. Elle rit, mais c'était un rire froid, vide de tout humour. Et maintenant, tu oses apparaître ici et ruiner non seulement mon mariage, mais ma vie? Tu n'as aucun droit de faire ça, et je ne te laisserai pas tout détruire, sale petite fille, dit Sarafina en pointant les perles brillantes entre les doigts tremblants de Magnolia. Sarafina se pencha plus près, son visage tordu en un masque de mépris absolu. Tu penses que les larmes et la pitié changeront quelque chose? Que quelqu'un te sauvera? Les gens comme toi ne sont pas sauvés, Magnolia, tu es oubliée, reléguée sur le côté, exactement là où tu appartiens. C'est pourquoi personne ne doit jamais savoir à ton sujet. Tu es un échec, une aberration que j'ai essayé de corriger une fois, et que je corrigerai de nouveau, quel qu'en soit le prix. Le silence lourd de la pièce semblait vibrer avec l'écho de ses paroles. Magnolia tremblait, mais tenait le chapelet plus fort que jamais, comme si c'était le seul bouclier contre le torrent de cruauté que Sarafina déversait sur elle. Des larmes coulaient sur son visage, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de Sarafina. La force de la haine de la femme semblait étouffer l'air autour d'elle, mais Magnolia résistait encore, petite et vulnérable, mais toujours debout face à l'ouragan qu'était Sarafina. Les cris silencieux de Magnolia semblaient résonner sur les murs de la pièce, mais alors, comme un coup de tonnerre, une voix profonde et autoritaire trancha l'air. « Sarafina, que signifie tout cela ?» Cassius se tenait sur le seuil de la porte, son visage figé dans une expression de choc. Les yeux du patriarche passèrent de Sarafina, qui tenait encore fermement Magnolia, à la fille sur le sol, tremblante et serrant le chapelet comme s'il s'agissait de sa dernière ligne de défense. Sarafina relâcha immédiatement Magnolia, son visage prenant une expression innocente qu'elle avait pratiquée. Elle lissa sa robe de mariée d'un geste rapide, essayant de retrouver sa contenance tandis que son cœur battait à tout rompre. « Père !» s'exclama-t-elle, sa voix douce et contrôlée, « Je l'aidais simplement, notre invité, à se préparer pour la fête. Tu sais comment est à deux, si inconsidéré, à amener des personnes inappropriées à nos célébrations. » Cassius fit quelques pas dans la pièce, ses yeux toujours fixés sur la scène. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait qu'il ne croyait pas un mot de ce que disait Sarafina. « Le mariage est sur le point de commencer, dit-il, sa voix lourde d'autorité. Tous les invités sont arrivés. Ce n'est pas le moment pour, quoi que ce soit que tu faisais. » Sarafina s'approcha de son père avec un sourire étudié, comme si elle essayait de dissiper tout doute qu'il pourrait avoir. « Bien sûr, père, dit-elle en passant délicatement son bras sous le sien. Je voulais seulement aider, tu sais combien j'ai le cœur tendre, toujours préoccupé par les moins fortunés. Mais tu as raison, ce n'est pas le moment pour la charité. Nous avons un mariage à célébrer. » Elle jeta un dernier regard à Magnolia, ses yeux chargés de sinistres promesses. « Après le mariage, ma chère, chuchota-t-elle, sa voix si basse que seule Magnolia pouvait entendre, nous finirons notre conversation, et cette fois, je t'assure que ce sera définitif. » Cassius regarda Sarafina avec une expression de méfiance avant de la conduire hors de la pièce. L'air semblait lourd de secret-tu, et Magnolia resta sur le sol, tremblante et serrant le chapelet contre sa poitrine. Lorsque la porte se referma, la laissant seule, la fille sentit quelque chose changer en elle. La vérité était là, à portée de main, mais enveloppée d'ombre qu'il fallait dissiper. Dès qu'ils furent partis, Magnolia attendit quelques minutes avant de se hâter dans le couloir, son cœur battant et ses mains toujours tremblantes après la confrontation avec Sarafina. Ses pas résonnaient dans les corridors tandis qu'elle essayait de se recomposer. Le petit chapelet se balançait entre ses doigts, comme s'il était la seule chose capable de l'ancrer à la réalité. Les paroles cruelles de Sarafina résonnaient encore dans son esprit, la laissant perdue dans un mélange de peur, de honte et de désespoir grandissant. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle accélérait le pas, cherchant n'importe quel coin sombre où elle pourrait disparaître. En tournant le coin menant à la cuisine, Magnolia heurta Tadeu, qui marchait avec son air habituel de supériorité et de détermination. Il s'arrêta immédiatement en la voyant, la vue de la fille aux yeux rouges et au visage marqué de larmes faisant naître en lui un éclat de satisfaction.
Il n'eut pas besoin de demander ce qui s'était passé, il soupçonnait déjà que Sarafina avait utilisé toute sa cruauté sur la fille. Cependant, Thaddeus vit dans cette vulnérabilité une occasion parfaite pour son prochain plan. Magnolia, la Platéile, adoucissant son ton avec une sympathie calculée. « Pourquoi pleures-tu? Est-ce que quelque chose s'est passé ?» Son expression semblait sincèrement préoccupée, mais il y avait une lueur malveillante dans ses yeux que Magnolia ne remarqua pas. Elle essaya d'éviter son regard et de continuer, mais il bloqua son chemin d'un geste doux. « S'il te plaît, ne t'enfuis pas. Je sais que tout cela est trop pour toi, cette maison, ces gens. Mais tu n'as pas à affronter cela seul. » Magnolia renifla, essayant d'essuyer les larmes avec le dos de sa main. « Je veux juste partir, » murmura-t-elle, sa voix étranglée. Thaddeus soupira théâtralement, comme s'il réfléchissait à une solution. « Partir? Non, ce n'est pas une option. Tu es mon invité, Magnolia. Je ne peux pas te laisser partir d'ici affamé et triste. Viens avec moi, je veux que tu goûtes aux délices que nous avons préparées pour la fête. Après tout, tu le mérites, n'est-ce pas ?» Elle hésita, serrant le chapelet contre sa poitrine comme si cela la protégerait de tout mal. « Je ne sais pas. Je pense que j'ai déjà causé assez de problèmes, » dit-elle, sa voix presque un murmure. Thaddeus fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, et baissa la voix, maintenant chargée d'une tendresse feinte. « Des problèmes? Ne dis pas ça. Tu es spécial, Magnolia. Je veux que tout le monde à la fête le voie aussi. S'il te plaît, fais-moi confiance. » À contre-cœur, Magnolia acquiesça, le laissant la guider. Thaddeus lui offrit son bras dans un geste galant, mais elle refusa, préférant marcher seule. Il haussa les épaules et commença à la guider le long du couloir éclairé, chaque pas marqué par l'écho des chaussures sur le marbre. À mesure qu'ils approchaient de la salle de bal, les sons de rire et de musique se faisaient plus forts, se mêlant au cliquetis des verres en cristal et au murmure animé des invités. En chemin, Magnolia regardait autour d'elle, se sentant de plus en plus déplacée. Les murs décorés de peintures imposantes, les meubles antiques et les arrangements floraux extravagants la faisaient se sentir encore plus petite, encore plus inadéquate. « C'est tellement différent, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Thaddeus. Il l'entendit et ne manqua pas l'occasion d'exploiter son insécurité. « Oui, c'est un autre monde, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu en fais partie. Fais-moi confiance, ma chère, ils vont t'adorer. » Malgré les paroles rassurantes, il y avait quelque chose dans le ton de Thaddeus qui fit frissonner Magnolia. Elle continua à le suivre, ses yeux maintenant fixés sur le chapelet qu'elle tenait, comme si elle cherchait du courage dans ce petit objet. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la salle de bal, Thaddeus s'arrêta et se tourna vers elle, ajustant son col d'un geste désinvolte. « Respire profondément, Magnolia. C'est ta grande chance de te présenter. Offrons à ces gens quelque chose dont ils se souviendront. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Thaddeus poussa doucement les portes de la salle de bal, révélant le grand espace qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un cauchemar. Les lumières des lustres en cristal brillaient avec une intensité presque aveuglante, se reflétant sur les verres et les ornements en argent sur les tables. Les invités, élégamment vêtus, se déplaçaient avec une légèreté répétée, leur voix se fondant en un murmure animé. Magnolia s'arrêta à l'entrée, figée par la vue. Son cœur battait la chamade, et ses mains étaient moites. Thaddeus, sentant son hésitation, posa une main légère sur son dos, la pressant doucement pour qu'elle fasse le premier pas. « Viens, ma chère, n'aie pas peur. Tu es parmi des amis. » Alors qu'ils entraient, les regards commencèrent à se tourner vers eux, curieux de la présence de la jeune femme. Magnolia sentit le poids de chaque paire d'yeux sur elle, et son pas vacilla. Mais Thaddeus, gardant sa contenance, la conduisit à travers la salle de bal, s'arrêtant finalement au centre. Il fit un pas en avant, la laissant légèrement exposée, comme si elle était une exposition. La salle de bal du manoir, avec ses lustres resplendissants et sa décoration opulente, devint une scène pour un spectacle de cruauté qui s'intensifiait à chaque seconde. Thaddeus, avec un sourire débordant de malveillance, régnait au centre de l'attention. Il se délectait des regards curieux des invités alors qu'il avançait vers le coin où Magnolia restait blottie, serrant le petit chapelet contre sa poitrine comme une ancre. Le contraste entre le luxe qui l'entourait et la simplicité désespérée de la fille était presque théâtral, comme si Thaddeus avait planifié chaque détail. « Mes chers amis », annonça-t-il, sa voix forte coupant à travers les murmures et les rires qui remplissaient la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers lui, et Thaddeus, savourant le moment, leva son verre dans un geste théâtral. « J'ai une surprise spéciale pour vous ce soir,
une invitée unique qui va nous raconter une histoire fascinante sur ce que c'est que de vivre de l'autre côté de la ville. Alors que les lumières vives mettaient en évidence chaque détail de la robe mal ajustée et des cheveux ébouriffés de Magnolia, l'exposant comme une œuvre vivante d'humiliation, Tadeu continua. Regardez cette fascinante créature que j'ai trouvée aujourd'hui, poursuivit-il, son ton chargé de fausses sympathies. Une véritable survivante des rues. Dites-moi, amis, combien d'entre vous ont eu le privilège de rencontrer quelqu'un d'aussi authentique? Il se tourna vers Magnolia, se penchant pour que seule elle puisse entendre. Ne sois pas timide, ma chère, c'est ton moment de briller. Les invités gloussèrent doucement, un rire qui grandit bientôt en volume alors que Tadeu poursuivait son spectacle cruel. Raconte-nous, ma chère, railla-t-il, sa voix maintenant plus forte pour que tout le monde puisse entendre, qu'est-ce que ça fait de passer tes nuits sous les étoiles, sans toi, sans confort? Ce doit être un privilège que nous, simples mortels, ne pourrions jamais comprendre. Les rires commencèrent timidement, mais grandirent bientôt en intensité. Magnolia serra le chapelet si fort que ses mains devinrent blanches, mais elle resta silencieuse. Tadeu ne laissa pas cela passer inaperçu. Ah, elle est modeste, mais ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais l'aider à se détendre. Dis-nous, ma chère, où dors-tu habituellement? Sur les trottoirs, sous les ponts, ou peut-être sur un banc de parc particulièrement confortable. La moquerie était insupportable, mais Magnolia resta immobile, ses larmes coulant silencieusement tandis que les regards des invités perçaient sa dignité comme des couteaux aiguisés. L'un des amis de Tadeu, un homme dans un costume parfaitement taillé, leva son verre dans un toast ironique. Je parie qu'elle a un menu varié, lundi, les poubelles du restaurant italien, mardi, les restes du français. Les rires explosèrent, résonnant comme une mélodie cruelle à travers la salle. Tadeu, se sentant encouragé, s'approcha encore plus de Magnolia, son haleine chargée de l'odeur du champagne étant presque aussi suffocante que ses mots. Ne sois pas timide, ma chère, chuchota-t-il avant de lever de nouveau la voix pour l'auditoire. Tout le monde ici est très intéressé de savoir comment tu survis. Est-il vrai que tu partages ton espace avec des rats? Sont-ils de bons compagnons de conversation? La cruauté collective semblait atteindre un nouveau sommet. Les invités formaient maintenant un cercle autour de Magnolia, chaque commentaire et rire devenant une brique dans le mur qui l'emprisonnait émotionnellement. Une femme dans une robe de créateur avança avec des pas calculés, ses yeux brillants d'une curiosité morbide. « Tadeu, où as-tu trouvé cette particularité ?» demanda-t-elle avec un sourire aigu. « C'est si rare de voir quelque chose d'aussi authentique. Je veux dire, l'odeur est certainement… » Les rires devinrent encore plus forts alors que Magnolia, visiblement tremblante, luttait pour rester debout. Tadeu lui attrapa de nouveau le bras, la forçant à tourner lentement pour montrer la robe mal ajustée qui ressemblait maintenant à un costume de moquerie. « Regardez !» s'exclama-t-il, elle essaie de se faire passer pour l'une des nôtres. N'est-ce pas adorable? Comme une petite rate déguisée en princesse. Les yeux de Magnolia se remplirent de larmes, mais Tadeu continua, se nourrissant de sa douleur comme si c'était le carburant de sa performance. « Raconte-nous, ma chère, insista-t-il, qu'est-ce que ça fait de passer ta journée à mendier? As-tu une technique spéciale? Peut-être une expression particulièrement pitoyable qui fait que les gens ont encore plus pitié de toi? Peut-être devrions-nous faire une collecte pour elle, suggéra un autre invité en agitant un billet de grande valeur en l'air. Combien pensez-vous qu'elle gagne lors d'une bonne journée de mendicité, Tadeu? Je parie que nous pourrions facilement dépasser cela. La moquerie collective semblait étouffer Magnolia, mais Tadeu se contentait de rire, ravi de sa capacité à manipuler le public. Allez, les gens, dit-il en élevant la voix pour s'assurer que tout le monde entendait. Pourquoi ne pas mettre aux enchères ces histoires? Qui misera le plus pour entendre parler des repas gastronomiques provenant des poubelles ou des douches improvisées sous la pluie? Toute la salle éclata de rire, comme si chaque mot cruel était une blague irrésistible. Magnolia était maintenant en silence complet, ses larmes coulant librement tandis que son regard restait fixé sur le sol. Le petit chapelet dans ses mains tremblait, mais elle continuait à le serrer, comme si c'était son seul lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait la protéger de cette humiliation insupportable. Tadeu, sentant qu'il était en total contrôle, se prépara pour le coup final. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il en levant son verre dans un geste grandiose, « ce soir, nous avons appris une leçon précieuse. Certaines personnes sont nées pour briller, tandis que d'autres, eh bien, sont nées pour nous divertir. » Il se pencha vers Magnolia, lui tendant un billet de grande valeur avec un sourire dégoulinant de cruauté. « Tiens, ma chère, pour ta performance émouvante. Après tout, c'est ce que tu fais, n'est-ce pas?
t'humilier pour quelques pièces. Les rires atteignirent leur apogée, remplissant chaque coin de la salle d'un son qui semblait résonner dans l'âme de Magnolia. Mais même au milieu de ce tourbillon de cruauté, elle ne lâcha pas le chapelet. Le petit objet brillait dans ses mains comme une lumière dans les ténèbres, une promesse silencieuse que la vérité trouverait un moyen. Tadeu, toujours savourant le moment de cruauté, maintint Magnolia au centre de la salle de bal du manoir, près de l'autel improvisé où la cérémonie allait avoir lieu. Les fleurs blanches et les bougies décorant le lieu contrastaient avec la scène d'humiliation qui se déroulait. Avec un sourire malicieux, il éleva la voix. « Mais regardez, notre petit spectacle n'est pas encore terminé. Notre invité spécial a une histoire fascinante à partager avant la cérémonie. Allez, ma chère, dis-nous comment quelqu'un comme toi s'est retrouvé dans la rue. » Sarafina, qui supervisait les derniers préparatifs dans la salle décorée, se figea en entendant les paroles de Tadeu. Ses doigts, ajustant un arrangement floral, tremblèrent légèrement alors qu'elle se tournait et voyait le chapelet dans les mains de Magnolia, brillant sous la lumière du lustre. Tadeu, ignorant la tension soudaine de sa cousine, continua à insister. « Vas-y, ne sois pas timide. Raconte-nous ton histoire émouvante. » Magnolia tremblait, mais quelque chose en elle avait changé. Les larmes s'étaient asséchées, et elle serrait le chapelet encore plus fort, les perles bleues reflétant la lumière du lustre. Sa voix, lorsqu'elle émergea enfin, était basse mais ferme. « Je ne sais pas vraiment qui je suis. Tout ce que j'ai jamais eu, c'est ce chapelet. Il est avec moi depuis que je suis bébé, c'est la seule chose qui me relie à un passé dont je ne me souviens pas. » Sarafina laissa tomber brusquement l'arrangement floral qu'elle tenait, se dirigeant rapidement parmi les invités tout en chuchotant avec urgence. « Tadeu, ça suffit. Nous devons commencer la cérémonie. » Le murmure des invités diminua lorsque Magnolia continua, sa voix gagnant en force à chaque mot, résonnant dans la salle décorée. « Les religieuses de l'orphelinat m'ont dit que j'avais été abandonnée comme une ordure. J'étais juste un bébé, enveloppé dans une fine couverture, avec ce chapelet de perles bleues comme seul héritage. » Tadeu sourit, pensant que l'histoire ne ferait que rendre le moment plus humiliant. Mais Sarafina approchait maintenant avec des pas frénétiques, sa robe de mariée bruissant nerveusement sur le sol en marbre. Elle ne se souciait pas que les invités la voient avant d'entrer à l'hôtel, elle devait simplement arrêter le chaos qui commençait à se déchaîner. Les lustres du manoir brillaient au-dessus des têtes des invités alors que Magnolia levait le chapelet, permettant à tous de le voir. Pendant des années, ce chapelet a été ma seule connexion à un passé que je ne peux pas me rappeler. Parfois, quand je le tiens la nuit, j'ai l'impression qu'il appartenait à quelqu'un qui m'aimait vraiment, dit la fille. Sarafina atteignit finalement le groupe, sa voix coupant l'air comme un rasoir. Ça suffit, c'est ridicule. Tadeu, arrête ces bêtises tout de suite. Les murmures des invités s'intensifièrent alors que Magnolia continuait, son regard fixé sur le chapelet, sa voix tremblante mais déterminée. Tadeu, toujours souriant, fit un geste désinvolte. Mais, chère Sarafina, n'est-ce pas merveilleux? Notre invité a une histoire si touchante à partager. Sarafina le fixa, son regard chargé de menaces. Tadeu, ne teste pas ma patience. Nous avons une cérémonie à commencer, et je ne tolérerai pas que tu gâches mon mariage avec ces enfantillages. Tadeu haussa les épaules, feignant l'innocence. Très bien, très bien. Je voulais juste ajouter un peu de couleur à l'événement. Les invités commencèrent à se disperser, se dirigeant vers l'église où la cérémonie allait avoir lieu. Magnolia resta seule au centre de la salle, le chapelet serré dans ses mains, sentant que quelque chose d'important venait de se produire. Alors que Sarafina s'éloignait, un homme simple mais déterminé entra par le côté, tenant une boîte à outils. C'était Lysandre, le jardinier, qui passait par là en se rendant au jardin. Il s'arrêta brusquement en remarquant Magnolia avec le petit chapelet brillant dans ses mains sous la lumière des lustres. Son regard se fixa immédiatement sur l'objet, et un choc traversa son visage comme une vague. « Ça » murmura-t-il, laissant de côté sa charrette et marchant lentement vers Magnolia. « Ce chapelet, où l'as-tu eu » Sa voix était étranglée, mais chargée d'une urgence qui fit lever les yeux de Magnolia vers lui. « Ce chapelet a toujours été à moi, » répondit-elle, encore confuse et hésitante. « C'est la seule chose que j'ai depuis que je me souvienne. Il était avec moi quand j'ai été abandonnée. » Lysandre vacilla légèrement, son esprit tourbillonnant dans un tourbillon de souvenirs. Il tendit sa main tremblante pour toucher le chapelet, mais s'arrêta avant de le faire, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Abandonné ? Je connais ce chapelet, » dit-il, sa voix à peine audible. « Il appartenait à ma fille, ma petite Magnolia.
Je l'ai laissée avec elle dans son berceau la dernière nuit où je l'ai vue. Magnolia cligna des yeux, confuse. Votre fille, demanda-t-elle avec un mélange d'espoir et de doute. Comment est-ce possible? Êtes-vous en train de dire que je suis votre fille? Les quelques invités restant dans la salle commencèrent à chuchoter, mais Tadeu, réalisant la situation, s'avança rapidement. Oh, quel moment émouvant, interrompit-il avec un sourire forcé. Lysandre, je ne savais pas que tu aimais les histoires si dramatiques, mais nous ferions mieux d'aller tous à l'église. Sarafina ne voudra pas que quelqu'un soit en retard. Lysandre ignora complètement Tadeu, ses yeux toujours fixés sur Magnolia. S'il te plaît, implora-t-il, sa voix chargée d'émotion, dis-moi comment ce chapelet est arrivé entre tes mains. C'est la seule chose que j'avais pour elle. Comment est-il encore avec toi? Magnolia hésita, mais la chaleur et l'urgence dans les yeux de Lysandre lui donnèrent envie de lui faire confiance. Je ne sais pas, dit-elle, sa voix basse mais sincère. Il a toujours été avec moi, aussi loin que je me souvienne. J'ai été trouvé avec lui et une couverture. Les paroles de Magnolia firent halter Lysandre, comme si l'air lui avait été arraché des poumons. Il s'agenouilla devant elle, ignorant complètement la présence des quelques invités restants. Je t'ai cherché pendant des années, dit-il, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Je n'ai jamais abandonné, même quand tout le monde me disait que c'était inutile. Tu es vraiment ma Magnolia. Le cœur de Magnolia battait la chamade. Les paroles de Lysandre semblaient vraies, mais il y avait tant de choses qu'elle ne comprenait pas encore. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des assistants de la cérémonie se précipita. « S'il vous plaît, messieurs, dit-il en essayant de maintenir son calme, tout le monde doit se rendre à l'église maintenant. La cérémonie est sur le point de commencer. » Quelques minutes plus tard, l'église était plongée dans un silence recueilli, les invités attendant avec impatience le début de la cérémonie. Les longues rangées de bancs étaient remplies de visages curieux et impatients, tandis que le son de l'orgue remplissait l'espace d'une mélodie douce et presque solennelle. Le délicat parfum des fleurs blanches flottait dans l'air, créant un contraste presque cruel avec la tempête qui se déroulait à l'intérieur de Lysandre. Il se tenait à l'autel, mais sa posture était tendue, ses épaules droites comme si elle portait le poids de années de souffrance. Ses poings étaient serrés à ses côtés, et sa respiration était lente et contrôlée, un effort visible pour ne pas laisser transparaître sa nervosité. Chaque seconde qui passait semblait traîner indéfiniment, augmentant la pression dans sa poitrine. C'est presque le moment, pensa-t-il en prenant une profonde inspiration. C'est ma chance, et il n'y a pas de retour en arrière. Les doigts de Lysandre tremblaient légèrement, et il serra les mains fermement pour essayer de se stabiliser. Ses pensées tournaient en rond, revisitant chaque humiliation qu'il avait endurée, chaque moment où il avait été traité comme rien de plus qu'un serviteur. Mais ce qui le consumait le plus était le souvenir de la petite Magnolia. Son visage si fragile et perdu était gravé dans son esprit depuis le moment où il l'avait reconnue. « Je dois faire cela pour elle », chuchota-t-il pour lui-même, assez bas pour que personne n'entende. Ses yeux balayèrent de nouveau l'église, se posant sur la porte par laquelle Sarafina entrerait. Il savait qu'au moment où elle traverserait l'allée, toute la vérité qu'il avait portée éclaterait enfin. La tension dans les muscles de Lysandre augmenta, presque insupportable. Il tenta de respirer profondément, mais l'air semblait trop lourd, suffocant. « Je fais la bonne chose », répéta-t-il mentalement, essayant de renforcer sa détermination. Pourtant, un pincement de doute traversa son esprit. Et si j'échoue? Et si la vérité était déformée et que je perdais ma chance de protéger Magnolia? La musique changea, et Lysandre se redressa à l'autel. Les portes de l'église s'ouvrirent, révélant Sarafina. Sa robe de mariée était immaculée, une œuvre d'art en dentelle et en perles, avec une longue traîne traînant sur le tapis rouge. Elle entra avec des pas assurés, le sourire parfaitement répété pour le public, mais son regard rencontra celui de Lysandre, et pendant un instant, elle vacilla. Quelque chose dans ses yeux semblait différent, une détermination froide, quelque chose que Sarafina ne reconnut pas, et cela la fit frissonner. La marche nuptiale continua, et Sarafina atteignit l'autel aux côtés de son père. L'homme était visiblement mal à l'aise, mais il maintenait sa posture. Le prêtre commença la cérémonie, parlant d'amour et d'engagement, mais chaque mot semblait résonner dans le vide. Lysandre n'entendait rien, son cœur battait la chamade, et il savait que c'était le bon moment. Lorsque le prêtre se tourna vers Lysandre et lui demanda « Voulez-vous prendre cette femme pour légitime épouse ?» Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Lysandre prit une profonde inspiration, regarda Sarafina et dit, sa voix ferme et claire. « Non. » L'impact du mot fut immédiat.
Les invités commencèrent à murmurer, certains se levant de leur siège, choqués par la déclaration. Sarafina se figea, les yeux écarquillés. « Que dis-tu, Lysandre » demanda-t-elle, sa voix basse mais chargée de tension. Il fit un pas en avant et saisit le microphone qui était près de l'autel. « Je dis que je ne peux pas continuer avec ce mensonge », dit-il en se tournant pour faire face à l'auditoire. La salle de bal était remplie d'invités élégamment vêtus, conversant à voix basse tandis qu'une musique douce créait une atmosphère sophistiquée. Lysandre, cependant, avait l'impression d'être englouti par une tempête. Il se leva brusquement, le chapelet toujours serré dans ses mains tremblantes. Ses jambes semblaient lourdes, mais il rassembla toute la force qu'il avait. Un silence tomba sur la pièce alors qu'il élevait sa voix habituellement contenue, maintenant chargée d'une intensité qui fit s'arrêter tout le monde. Cette jeune femme est ma fille, ma Magnolia, qui a disparu de cette maison il y a 8 ans. L'impact de ces mots fut immédiat. Les murmures des invités furent remplacés par un silence choqué, suivi du bruit aigu d'un verre se brisant au sol. Sarafina, pâle comme la cire, avait laissé tomber son verre de sa main, ses yeux écarquillés. Mais Lysandre ne la regardait pas, son regard était fixé sur Magnolia, qui le regardait en retour, les larmes aux yeux. « Ma petite Magnolia », continua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Je t'ai cherché chaque jour depuis ta disparition. Chaque nuit sans sommeil, je me demandais où tu étais, si tu allais bien, si tu étais en sécurité. Je tenais ce chapelet et je suppliais Dieu de te protéger. Ce chapelet était tout ce qu'il me restait de toi, et maintenant il m'a ramené à toi. » Il fit quelques pas vers Magnolia, les larmes coulant librement sur son visage. « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi de te voir ici, vivante, forte. J'ai imaginé ce moment pendant si longtemps, mais aucune pensée, aucun rêve ne peut décrire ce que je ressens en ce moment. Tu es la raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné, la raison pour laquelle j'ai continué même quand tout semblait impossible. » Les invités regardaient la scène les yeux embués, captivés par l'amour inébranlable d'un père qui avait passé des années à attendre ce moment. Lysandre s'agenouilla devant Magnolia, tenant doucement ses petites mains. « Je ne sais pas comment ils ont pu te faire ce qu'ils t'ont fait, mais je veux que tu saches une chose, ma fille, je ne les laisserai plus jamais t'arracher à moi. Tu ne seras plus jamais seule. » Magnolia se mit à pleurer, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle serrait le chapelet contre sa poitrine. « Je ne savais pas que j'avais un père comme toi, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je pensais que j'étais seule au monde. » Lysandre secoua la tête, son sourire brisé plein de tendresse. « Tu n'as jamais été seule, ma petite. Pas une seconde. Mon cœur a été avec toi à chaque instant, et maintenant que je t'ai retrouvée, rien au monde ne nous séparera de nouveau. » La salle de bal semblait retenir son souffle collectif, de nombreux invités essuyant discrètement leurs yeux. Même au milieu du luxe et de l'hypocrisie de ce manoir, l'amour de Lysandre pour Magnolia était une vérité pure que personne ne pouvait ignorer. Cassius, qui observait la scène avec une inquiétude croissante, s'approcha de Lysandre. « Comment peux-tu en être sûr ? Comment sais-tu que c'est ta fille ?» demanda-t-il, sa voix grave essayant de maintenir le calme au milieu du chaos qui se déroulait. Lysandre leva le chapelet, ses mains encore tremblantes. Ce chapelet, c'était le dernier cadeau que je lui ai fait avant qu'elle ne disparaisse de son berceau cet après-midi-là. Magnolia s'avança, ses yeux fixés sur le petit chapelet dans ses mains, mais sa voix, lorsqu'elle sortit, portait une clarté qui contrastait avec le chaos apparent autour d'elle. Les vêtements simples choisis par Tadeu pour masquer clairement ses origines humbles semblaient maintenant être un uniforme de courage. Elle leva les yeux, rencontrant le regard des invités rassemblés dans la salle de bal. « Je comprends ce qui s'est passé ici, » commença-t-elle, sa voix basse mais chargée de détermination. « Je comprends pourquoi on m'a amené à cette fête. » Tadeu tenta de se diriger vers la porte latérale, mais fut rapidement arrêté par deux invités qui croisèrent les bras devant lui. « Où penses-tu aller, Tadeu » murmura l'un d'eux, sa voix dégoulinant de mépris. Magnolia, remarquant la tentative de fuite, le pointa du doigt. « Il ne sert à rien d'essayer de fuir maintenant, » dit-elle fermement. « Tu as amené une fille des rues ici pour t'amuser à ses dépens, pour te moquer de moi devant tout le monde. » Un silence lourd tomba sur la salle de bal, interrompu seulement par le bruit des verres tremblants dans les mains de certains invités. Magnolia prit une profonde inspiration, laissant les larmes couler librement mais sans faillir. « Tadeu m'a trouvé dans la rue. J'avais faim, j'étais en haillons, et il m'a dit qu'il voulait m'aider, qu'il voulait me nourrir, me donner de nouveaux vêtements et me montrer un monde que je ne connaissais pas. Mais ce n'était pas vrai. Il ne voulait pas m'aider, il voulait me ridiculiser. » Des murmures s'élevèrent parmi les invités, beaucoup se regardant mal à l'aise.
Tadeu, maintenant piégé sur place, regardait autour de lui comme un animal acculé. Magnolia continua, sa voix gagnant en force à chaque mot. Je ne suis pas riche, je n'ai pas grandi entouré de luxe, mais cela ne me rend pas inférieur à quiconque ici, et cela ne te rend pas supérieur à moi. Elle regarda directement Tadeu, ses yeux brillants d'indignation. Ce que tu as fait, Tadeu, ne montre ni force ni pouvoir. Cela montre de la lâcheté, cela montre que tu penses devoir écraser les autres pour te sentir important. Certains invités baissèrent les yeux, embarrassés, tandis que d'autres fixaient Tadeu avec un mépris ouvert. Magnolia se tourna vers l'auditoire, serrant le chapelet dans ses mains. Je sais ce que c'est que d'avoir faim. Je sais ce que c'est que de dormir dans le froid et de se réveiller en craignant que le jour ne soit pire que le précédent. Et pourtant, j'ai toujours eu quelque chose que personne ne peut m'enlever, la dignité. Parce que la dignité ne vient pas de l'argent, elle vient de la façon dont vous traitez les gens. Et aujourd'hui, tout le monde ici a vu qui est vraiment Tadeu. Tadeu tenta de reprendre le contrôle de la situation, riant nerveusement. Cette fille invente des histoires, s'exclama-t-il, essayant de paraître indigné. Je voulais juste l'aider. Vous savez tous à quel point je suis généreux. C'est une ingratitude absurde. Mais les invités n'étaient pas convaincus. Le poids des paroles de Magnolia et le comportement de Tadeu commencèrent à créer un consensus dans la salle de bal. La vérité était exposée et il ne pouvait plus s'enfuir. Magnolia fit un pas vers lui, le chapelet brillant toujours dans ses mains. Tu penses que la générosité, c'est amener quelqu'un pour être humilié devant des étrangers? Tu penses que me vêtir de vêtements luxueux pour faire de moi une plaisanterie, c'est de la gentillesse? Non, Tadeu, tu n'es pas généreux, tu es cruel. Et aujourd'hui, tout le monde ici a vu qui tu es vraiment. Les murmures s'intensifièrent, et certains invités commencèrent à s'éloigner de Tadeu, comme si sa présence était toxique. Lysandre, qui avait observé la scène en silence, sentit son cœur se serrer de fierté en voyant sa fille défendre la vérité avec tant de courage. Magnolia se tourna de nouveau vers les invités, maintenant avec une voix qui semblait appartenir à quelqu'un de beaucoup plus âgé et plus sage. Ce n'est pas l'argent qui définit une personne, dit-elle en regardant chaque visage dans la salle de bal. C'est le caractère, c'est la façon dont vous traitez les autres. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous égaux. Peu importe si vous avez un manoir ou si vous dormez dans la rue, ce qui compte, c'est ce que vous portez ici. Elle plaça sa main sur sa poitrine, et certains invités hochèrent la tête, clairement touchés par ses paroles. Tadeu ouvrit la bouche pour essayer de parler, mais Magnolia le coupa. Non, tu as assez parlé. Maintenant, c'est mon tour. Je suis peut-être pauvre, mais je ne descendrai jamais au niveau de quelqu'un qui a besoin d'humilier les autres pour se sentir supérieur. Elle le regarda une dernière fois avant de se tourner vers l'auditoire. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez tous appris quelque chose, que l'humilité et la dignité n'ont pas de prix, et qu'aucune somme d'argent ne peut acheter le caractère. La salle de bal plongea dans le silence jusqu'à ce qu'un des invités commence à applaudir. En quelques secondes, les applaudissements grandirent, remplissant l'espace, tandis que Tadeu restait immobile, vaincu, incapable d'échapper au jugement silencieux qui l'entourait désormais. Magnolia resta debout, tenant fermement le chapelet, la tête haute, sachant qu'à ce moment-là, elle était devenue plus forte que quiconque ne l'aurait imaginé. Sarafina laissa échapper un rire hystérique, son vernis de supériorité commençant à se fissurer. Quelle délicieuse coïncidence! Mon cher frère a amené la bâtarde même à notre petite fête. Ses yeux, autrefois froids, brillaient maintenant d'une désespoir presque fiévreux. Cassius la fixa, son expression se durcissant. Que dis-je, Sarafina? Quelle bâtarde? Que sais-tu à ce sujet? Ce que je sais, cria Sarafina, sa voix résonnant dans la salle de bal. Elle chancela jusqu'à une chaise, sa robe de mariée traînant sur le sol. Je sais que pendant 8 ans, j'ai gardé ce secret pourri. Je sais que cet enfant était la preuve vivante de la trahison de notre mère. Les mots tombèrent comme des bombes dans la salle de bal, faisant halter les invités de choc. Cet après-midi-là, quand j'ai découvert que Lysandre était son père, je n'ai pas pu le supporter, continua Sarafina, sa voix devenant de plus en plus incontrôlée. J'ai trouvé les lettres que mère avait gardées. Tout, des lettres d'amour échangées avec Lysandre pendant que tu étais en voyage d'affaires. Lysandre et ma défunte mère avaient une liaison pendant que tu passais près d'1 mois en France pour les affaires. Tadeu était trop jeune pour s'en souvenir, mais j'avais 12 ans, et je comprenais tout. Je les ai vus essayer de le cacher. Je l'ai vu prétendre être un père célibataire alors qu'en fait, la fille était celle de la dame du manoir. Tu penses que je l'ai humilié sans raison? Il a ruiné notre famille.
Les mots se déversaient comme du venin de sa bouche tandis que les invités horrifiés assistaient à cette confession publique. Cassius vacilla, ayant besoin de s'appuyer sur une table voisine, son visage habituellement serein transformé par la douleur de la révélation. « Isolde » murmura-t-il, le nom de sa défunte épouse, sa voix brisée. « Est-ce pour cela que tu es devenu si obsédé par l'humiliation de Lysandre toutes ces années? Est-ce toi qui as pris cet enfant innocent de notre maison et l'as laissé dans la rue ?» Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de comprendre l'ampleur de cette trahison. Tadeu, toujours détenu par les invités, rit nerveusement. « Alors c'est pour ça que tu as insisté pour maltraiter le jardinier autant, petite sœur? Et moi qui pensais que c'était juste ta snobisme naturel. » Son commentaire cynique fut accueilli par des regards désapprobateurs. Magnolia, maintenant en pleurs silencieux, s'approcha de Lysandre qui la tenait protectrice. « Je ne pouvais pas le supporter, » cria Sarafina en se levant brusquement. « Cette fille grandissant ici chaque jour, me rappelant que ma propre mère, qui est morte quelques jours après la naissance de cette fille. » Elle arracha violemment son voile de mariée, le jetant sur le sol. « Alors oui, je l'ai prise. J'ai conduit pendant des heures jusqu'à ce que je trouve l'endroit parfait et je l'ai abandonnée là-bas, avec ce fichu chapelet que Lysandre lui avait donné. Elle était censée mourir dans les rues. » La confession brutale fit reculer les invités horrifiés. Lysandre serra encore plus fort Magnolia dans ses bras, comme s'il craignait que quelqu'un ne la lui enlève de nouveau. « Comment as-tu pu faire ça à un enfant innocent, à ma fille? Elle était ta sœur. » Sa voix tremblait de rage et de douleur. « Elle n'était qu'un bébé. » Sarafina se tourna vers lui, ses yeux étincelants de haine. « Et toi, comment as-tu pu trahir la confiance de mon père, entrer dans notre maison, séduire ma mère ?» Cassius leva la main, interrompant la dispute, son visage livide, des perles de sueur froide coulant sur son front. « Isolde, et toi, Lysandre ?» Il tenta de faire un pas en avant, mais ses jambes fléchirent. « Tout ce temps, sous mon propre toit ?» Sa respiration commença à devenir irrégulière, une main serrant fermement sa poitrine. « Monsieur Cassius, je… » tenta d'expliquer Lysandre, mais fut interrompu par le bruit des chaises renversées lorsque le patriarche vacilla violemment. Le visage de Cassius se contorsionna de douleur, sa main serrant sa poitrine encore plus fort. Les invités les plus proches coururent pour le soutenir alors qu'il s'effondrait. « Père !» cria Sarafina, son masque de cruauté se brisant enfin en voyant son père s'écrouler. Elle courut vers lui, mais fut empêchée par un groupe d'invités qui la regardaient avec mépris. Tadeu tenta de profiter de la confusion pour s'échapper, mais fut retenu à la porte. « Personne ne sort d'ici », ordonna l'un des invités les plus âgés. « Il faut appeler la police et une ambulance. » Magnolia, toujours dans les bras de Lysandre, regardait la scène les larmes aux yeux. « Alors c'est pour ça que monsieur Tadeu m'a amené ici? Pour m'humilier? Et madame Sarafina a essayé de me tuer quand j'étais bébé ?» Sa voix douce et blessée résonna dans la salle de bal, faisant même les invités les plus stoïques essuyer discrètement leurs larmes. Le contraste entre son innocence et la cruauté des frères et sœurs était dévastateur. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un en arrière-plan, alors que Cassius était soutenu sur une chaise, sa respiration de plus en plus difficile. Ses yeux, voilés de douleur, alternaient entre Magnolia, la preuve vivante de la trahison de sa défunte épouse, et Sarafina, la fille qu'il avait élevée, qui s'était révélée être un monstre capable d'essayer de tuer un enfant innocent. « murmura-t-il avant que ses yeux ne se révulsent et que son corps ne devienne complètement mou. Le chaos s'installa définitivement dans la salle de bal. Alors que certains invités se précipitaient pour aider Cassius, d'autres maintenaient Sarafina et Tadeu sous surveillance. Lysandre et Magnolia restèrent enlacés, unis par un lien que même 8 années de séparation n'avaient pu briser. Les vérités révélées cette nuit-là allaient changer à jamais le destin de tous les présents, et la luxueuse salle de bal, qui aurait dû être le théâtre d'une célébration, devint la scène d'une tragédie familiale qui ne pouvait plus être cachée. Le son des sirènes d'ambulance déchira l'air, se mêlant aux murmures tendus des invités alors que les ambulanciers entraient précipitamment dans la salle pour s'occuper de Cassius. Sarafina tenta de se libérer des personnes qui la retenaient, ses yeux autrefois si froids et calculateurs désormais débordant de désespoir hystérique. « Laissez-moi partir. Je dois voir mon père !» hurlait, sa robe de mariée maintenant tachée et déchirée par sa résistance. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir sans que je puisse expliquer. » Le son des sirènes de police rejoignit celui de l'ambulance. 2 agents entrèrent dans la salle, immédiatement attirés par les cris de Sarafina. Un invité respecté, avocat en ville, s'approcha d'eux. Cette femme a avoué avoir tenté de tuer un enfant il y a 8 ans.
La preuve est ici, la victime elle-même et le père qui a reconnu le chapelet laissé avec la fille le soir de l'abandon. Sarafina commença à rire hystériquement alors que les agents s'approchaient. Vous ne comprenez pas. Elle n'aurait jamais dû exister. Elle était la preuve vivante de la trahison, du mensonge. Ses cris résonnaient dans la salle alors que les menottes étaient placées sur ses poignets. Je l'ai fait pour nous, papa, pour notre famille, pour notre honneur. Vous avez le droit de garder le silence, commença l'agent, mais Sarafina l'interrompit par un cri strident qui fit frissonner tout le monde. Silencieuse maintenant? Ils veulent que je reste silencieuse après 8 ans à garder ce secret pourri. Ses yeux trouvèrent Magnolia, qui se réfugia instinctivement dans les bras de Lysandre. Regardez-la. C'est le portrait craché de ma mère, la même expression douce et menteuse qui nous a tous trompés. Tadeu regardait la scène avec un sourire discret sur les lèvres, satisfait que son plan ait fonctionné d'une manière encore plus dramatique qu'il ne l'avait prévu. Les ambulanciers évacuaient rapidement Cassius sur une civière tandis qu'il murmurait des ordres à son assistant personnel. Engagez les meilleurs avocats pour mon père et aucun pour ma sœur. Son ton était froid et calculateur. Qu'elle apprenne que certaines cruautés ont un prix trop élevé. Lysandre tenait Magnolia fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse de nouveau. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sarafina alors qu'elle était emmenée par la police. « Tu nous as volé 8 ans de nos vies, » dit-il, sa voix chargée de douleur. « 8 ans que nous ne pourrons jamais récupérer. » Sarafina se retourna brusquement, ses yeux étincelants de haine. « Et toi, tu as volé l'honneur de notre famille. Tu as détruit ma mère, tu as tout détruit. » Votre confession a été enregistrée par des dizaines de témoins, déclara l'avocat en s'approchant des agents. Tentative d'homicide sur un enfant sans défense, abandon d'une personne vulnérable, préméditation. Il énuméra les crimes alors que Sarafina était conduite à l'extérieur, sa robe de mariée traînant sur le sol comme un drapeau blanc vaincu. « Vous le regretterez tous, je vous le promets, » cria-t-elle en se débattant. « Surtout toi, Lysandre, toi et cette bâtarde. » Les ambulanciers finirent de placer Cassius dans l'ambulance, son état toujours critique. Tadeu, gardant son air calculateur, organisa rapidement la situation. « J'irai avec mon père à l'hôpital », annonça-t-il en ajustant son costume impeccable. Se tournant vers Lysandre et Magnolia, il ajouta avec une cordialité forcée, « Je vous suggère de venir aussi. Après tout, nous sommes en famille. » Le venin dans son dernier mot était presque palpable. La salle d'attente de l'hôpital était plongée dans un silence intense. Tadeu faisait les 100 pas, tandis que Lysandre et Magnolia restaient assis, leurs mains toujours jointes, comme craignant une nouvelle séparation. Après des heures d'angoisse, le médecin apparut enfin, les informant que Cassius était stable et qu'il souhaitait voir tout le monde. Dans la chambre d'hôpital de Cassius, il était allongé sur des oreillers blancs, semblant avoir vieilli de plusieurs décennies en seulement quelques heures. Ses yeux, bien que fatigués, conservaient une lucidité surprenante. « Approchez » demanda-t-il, sa voix faible mais ferme. « Il y a des vérités qui doivent être dites. » Dans un profond soupir, Cassius commença sa confession. « Isolde et moi, notre mariage n'a jamais été par amour. C'était un accord entre familles, comme c'était courant à l'époque. Elle était jeune, pleine de vie, et moi, j'étais toujours occupé par les affaires. » Sa voix trembla légèrement alors qu'il continuait. « Peut-être que si j'avais été plus présent, si je lui avais donné l'amour qu'elle méritait. » Lysandre, ne pouvant plus supporter le poids de la culpabilité, s'agenouilla au chevet du lit. « Monsieur Cassius, je suis venu vous présenter ma démission et vous demander pardon. Ce qui s'est passé entre Isolde et moi, je suis tombé amoureux d'elle. Je ne voulais pas trahir votre confiance de cette façon, mais ses parents lui ont interdit de demander le divorce. Elle était tellement dépendante d'eux émotionnellement. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, vous étiez en long voyage en France, où vous avez passé presque une année entière loin du manoir. Je l'ai supplié de vous le dire, je l'ai imploré, mais elle a préféré que notre fille reste un secret. Si je... » Il commença à dire, mais Cassius l'interrompit d'un geste doux. « Non, Lysandre, tu n'as pas besoin de pardon. Isolde a trouvé en toi ce que je n'ai jamais pu lui donner, le véritable amour. Et de cette union est née Magnolia qui, malgré tout, a survécu et est ici avec nous. J'accepte ta démission, Lysandre, finit par dire Cassius, sa voix chargée de compréhension. Je sais que tu as besoin de recommencer avec Magnolia, loin de tous ses souvenirs. » Lysandre acquiesça, reconnaissant de la compréhension. « Merci pour tout, monsieur. Malgré tout, vous avez toujours été un employeur juste. » Cassius se tourna ensuite vers Tadeu,
qui restait adossé au mur avec son air de supériorité. Quant à toi, mon fils, ta cruauté envers cette jeune femme innocente n'est pas passée inaperçue. À partir de demain, tu travailleras pour de vrai. Plus de luxe, plus d'argent facile. Il est temps d'apprendre la valeur du travail honnête et de l'humilité. Il soupira profondément. Et Sarafina, je lui rendrai visite en prison. Elle a besoin d'aide, de traitement. La haine qu'elle a cultivée pendant tant d'années l'a consumée, mais elle reste ma fille. Il ferma les yeux un moment, fatigué. Peut-être qu'avec le temps et l'amour, elle trouvera la rédemption. Lysandre et Magnolia se préparaient à partir lorsque Cassius les appela de nouveau. J'ai un ami, propriétaire d'une ferme de fleurs à la campagne. J'ai déjà parlé avec lui au téléphone. Le travail est à toi si tu le souhaites, un endroit paisible pour recommencer avec ta fille. Lysandre le remercia, ému, tandis que Magnolia souriait pour la première fois depuis que toute la vérité avait éclaté. 6 mois plus tard, le champ de fleurs s'étendait à perte de vue, un tapis multicolore sous le soleil de l'après-midi. Lysandre supervisait la récolte, ses mains de nouveau calleuses, mais cette fois à cause du travail qu'il aimait vraiment. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait tout changé. Magnolia courait entre les parterres de fleurs, ses cheveux libres dans le vent, portant un bouquet fraîchement cueilli. Maintenant bien nourrie et heureuse, elle aidait son père à la culture et étudiait le soir. « Papa, regarde ces belles couleurs !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants. « C'est notre petit paradis. » Tadeu avait appris sa leçon à la dure. Le travail à l'entrepôt avait transformé non seulement son physique, mais aussi son arrogance en quelque chose de plus proche de l'humilité. Cassius observait le changement de son fils avec satisfaction, bien que son cœur fût encore lourd des visites hebdomadaires à la prison où Sarafina restait inflexible dans sa haine. En prison, Sarafina était restée la même personne amère, refusant de montrer le moindre remords. Ses visites avec son père étaient tendues, remplies d'accusations et de griefs non résolus. « Tu n'as jamais compris, père », crachait-elle à travers les barreaux. « Maman a détruit notre famille parfaite, et cette bâtarde en était la preuve vivante. Je le referai sans hésiter. » Ses yeux brillaient encore de cette ancienne cruauté, mais il y avait maintenant autre chose, une profonde douleur d'une fille qui n'avait jamais surmonté la trahison de sa mère. Ses yeux conservaient cette lueur rebelle, mais il y avait quelque chose de différent lorsqu'elle regardait son père, une étincelle d'amour que même toute sa haine ne pouvait éteindre. « Tu n'as pas besoin de continuer à venir, » dit-elle en ajustant son uniforme de prison avec la même arrogance qu'avant. « J'ai déjà prouvé que je ne changerai pas, que je ne suis pas désolé. » Cassius observa sa fille avec un mélange de tristesse et de compréhension. Il voyait en elle la même fille qui, à 12 ans, avait dû faire face à une vérité trop grande pour son âge. « Tu n'as pas besoin de changer, Sarafina, répondit-il doucement. Tu dois juste apprendre à vivre avec tes douleurs sans les transformer en cruauté. » Sarafina détourna le visage, mais pas avant que son père ne voie ses yeux s'embuer. « Je t'aime, papa, murmura-t-elle. Et c'est parce que je t'aimais tant que je haïssais encore plus ce que maman a fait. » Pour Cassius, ses visites hebdomadaires étaient comme planter des graines dans un sol aride, un travail lent et patient sans garantie de fleurs. Mais il voyait, derrière le masque de dureté de Sarafina, des aperçus de la fille qu'il avait connue. Un jour, pensa-t-il en quittant la prison cet après-midi-là, elle trouvera la paix avec son passé. D'ici là, je continuerai à venir, parce que l'amour d'un père n'abandonne pas, même quand cela semble impossible. Pendant ce temps, parmi les parterres de fleurs, Lysandre et Magnolia terminaient une autre journée de travail. Le coucher du soleil teintait le ciel de nuances de rose, créant le décor parfait pour leur petit paradis privé. L'ancien jardinier était maintenant maître de son propre destin, cultivant non seulement des fleurs, mais aussi l'amour et la confiance qui leur avaient été volés pendant si longtemps. Le chapelet, qui autrefois avait servi de pont à leur retrouvailles, était maintenant encadré sur le mur de leur maison simple mais confortable. « Tu sais, papa, » dit Magnolia en arrangeant les derniers bouquets de la journée, « parfois je pense à quel point une petite chose comme ce chapelet a gardé notre histoire pendant si longtemps. » Ses yeux, tellement semblables à ceux de sa mère, brillaient d'une sagesse au-delà de son âge. Et comment le destin a trouvé un moyen de nous réunir, même quand tout semblait perdu. Lysandre sourit, embrassant sa fille alors qu'il regardait le soleil se coucher à l'horizon. La petite maison qu'ils partageaient sur le terrain de la ferme était toujours parfumée des fleurs qu'ils cultivaient. Les murs autrefois nus affichaient maintenant des photos d'eux deux à divers moments de leur nouvelle vie. Magnolia le jour de sa première rentrée scolaire, Lysandre lui apprenant à faire pousser des roses, tous deux riant au milieu des parterres de fleurs colorées. C'était une vie simple, mais riche en amour et en sang. «
J'ai enfin compris, pensa Lysandre en regardant sa fille disposer les derniers vases, que parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Le parfum des fleurs se mêlait à la douce brise du soir alors que père et fille rentraient chez eux. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses secrets, avait été laissé derrière comme une leçon apprise. Là, parmi les parterres de fleurs multicolores et l'amour reconstitué, ils avaient trouvé non seulement l'un l'autre, mais aussi leur véritable essence. « Viens, papa », appela Magnolia en tirant Lysandre par la main. « Faisons ce gâteau à l'orange que j'ai appris. » Et ainsi, sous le ciel étoilé qui commençait à se former, ils continuèrent à construire jour après jour la vie dont ils avaient toujours rêvé. Ainsi, au milieu des fleurs et des nouveaux départs, la vie suivit son cours naturel. Lysandre et Magnolia construisirent leur bonheur jour après jour dans les champs fleuris, tandis qu'en ville, Tadeu apprenait la valeur du travail honnête sous le regard attentif de son père. Cassius continua ses visites hebdomadaires à la prison, portant l'espoir qu'un jour, le cœur endurci de Sarafina trouverait la paix avec son passé. Le manoir, autrefois le théâtre de tant de souffrances, ne gardait plus que les souvenirs d'une histoire qui prouva que le véritable amour, même face aux cruelles adversités, trouve toujours son chemin pour rentrer à la maison.